Vous attirez une grande foule. Ouais, ben ça, On se réjouit de vous accueillir au Visiatome. Donc moi j'ai le plaisir d'accueillir Didier Montet, qui est responsable de l'équipe Sûreté des Aliments à Calisud au CIRAD de Montpellier, expert et vice-président au comité de biotechnologie auprès de l'ANSES. Donc on a vraiment une personne compétente et on ne travaille pas du tout sur le même sujet puisque moi c'est le nucléaire, mais j'ai vu qu'on avait des choses en commun sur l'aspect des risques et des craintes qu'ont les gens entre les vrais risques et ce qui façonne la peur des médias. Donc, on est très heureux de t'entendre sur ce sujet et je vais te laisser toute la place. Ben merci, hein. On va démarrer. Alors, je vais vous faire une toute petite présentation là, pour vous montrer le contexte dans lequel je travaille. Vous allez voir qu'il est assez différent d'ici, puisque je travaille dans les pays en développement. Mon activité principale se trouve en Afrique actuellement. J'ai beaucoup connu l'Asie, où j'ai bourlingué pendant une douzaine d'années, puis un petit peu l'Amérique latine. Je fais une douzaine de pays par an à peu près, pour vous situer les endroits où je travaille, quoi. Bon, c'est assez compliqué, hein, parce que c'est des pays qui sont à des niveaux de développement qui sont assez différents. Et donc des gens qui souffrent différemment de vous, évidemment, parce qu'on vit dans un confort qui est assez différent. Donc dans la petite conférence que je vais vous faire, qui va être très courte, qui va durer une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, parce qu'après je vais vous laisser la parole, on va discuter ensemble sur les problèmes alimentaires. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Normalement, vous arriverez peut-être à me coincer, mais ça va être difficile. Voilà, ça fait 35 ans que je fais de l'alimentaire, donc je connais un peu quelques bricoles. Donc on va essayer de jouer un petit peu ensemble là-dessus. Et c'est vous qui allez poser les questions, et puis toutes les questions que vous voulez dans ce qui concerne l'alimentaire, vous pourrez les poser. Voilà, donc là vous avez mon nom, là vous avez un bâtiment qui n'est pas du tout le mien, mais ça c'est le hasard des photos. Des fois, quand on fait une conférence, on ne trouve pas la bonne photo au bon moment. Alors là, j'essaye de trouver où on appuie. C'est celui-là. Ah. Donc l'organisme où je travaille, le CIRAD, ça veut dire Centre international de recherche en agronomie pour le développement, hein. Donc il y a le mot recherche et le mot développement qui est important, parce qu'on ne travaille que pour le développement. Et je vais vous montrer un petit peu le contexte. Alors moi, mon métier, c'est tout ce qui fait mal au ventre, hein, c'est les bactéries pathogènes. Alors ça, c'est le monde de l'infiniment petit, mais ça, vous avez l'habitude ici de travailler sur des choses petites. Les bactéries, c'est le premier organisme vivant intègre, c'est-à-dire qu'elle peut respirer, elle peut vivre, elle peut boire, elle peut manger. Alors c'est tout petit. Une bactérie, ça fait entre 10 microns et 50 micromètres. Donc c'est tout petit, ça ne se voit pas à l'œil, il faut des microscopes pour voir ça. Mais c'est quand même un organisme complètement vivant. Et il y en a certaines, là, très peu, hein, une douzaine, qui sont extrêmement dangereuses pour l'homme, qu'on appelle des bactéries pathogènes. Et celles-là, on n'aime pas les trouver dans vos repas. Donc on met en œuvre énormément de techniques, hein. Là, je joue la montre. Là, s'il y en a un qui est compétent en informatique, les touches qui d'habitude font balader PowerPoint de droite et de gauche sont inactives. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est compétent en informatique. Ça m'est jamais arrivé. Ça fait 10 ans qu'on fait des conférences. Vous voyez, il n'aime pas les biologistes, hein, vous avez vu? Il est venu, il y avait un virus dans le truc. Ah, peut-être, hein. Alors moi, je ne travaille pas sur les virus. Alors, je vais être obligé de passer une par une. Je vais te les passer. Tu fais quoi? Ah, peut-être la roulette, oui. On va essayer avec la roulette si ça marche mieux, mais non, tout est inactif. La roulette est inactive. C'est pour ça qu'on a commencé en avance, vous voyez, on est tout. Hein, on fait de la prévision. Donc quand vous ne voyez pas l'image, c'est que je suis devant et vous me le dites, hein. Ça me grossit un peu. Alors là, vous voyez sur l'écran une classification que j'ai créée pour vous, qui n'existe nulle part, hein. C'est la classification de Didier Montet, aujourd'hui présent. J'ai classé les pays en fait en fonction de leur état sanitaire. Je vais vous les passer un par un. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, l'état sanitaire, c'est en gros, vous êtes en Europe, vous êtes protégé par des réglementations qui sont extrêmement compliquées. Là. Il faut faire 25 ans d'études pour arriver à les lire. C'est très, très compliqué.
Et puis à l'autre extrémité, vous avez des pays où il n'y a aucune réglementation sanitaire et qui vivent comme ils peuvent. Et puis entre les deux, vous avez des pays où c'est la population qui s'occupe de l'état sanitaire. En Afrique, par exemple, ils vont faire frire les viandes un peu plus fort qu'ici, simplement pour tuer les bactéries dont je parlais tout à l'heure, qui sont pathogènes, qui sont extrêmement sensibles à la température. Et puis vous avez des pays où les industriels arrivent à faire des produits de qualité et qui sont d'un état sanitaire très correct, mais dans des pays où il n'y a pas de réglementation sanitaire. C'est un peu l'idée de cette mini-conférence. C'est vide. Bah, si elle est vide, ça ne vaut pas le coup de la montrer. Voilà. Ah oui, sur cette diapositive, ça vous illustre tout l'alimentaire en fait. Vous avez ici un endroit où il fait très chaud et très humide. Ça, c'est les pays où il y a le plus de dangers sanitaires. Puis ici, vous avez des pays froids, là, avec la chaîne de froid, où là, on limite les problèmes sanitaires. La chance qu'on a en Europe, nous, c'est d'avoir un hiver qui va permettre de tuer ou de ralentir beaucoup de micro-organismes qu'on ne va pas retrouver après dans l'alimentation. En particulier dans les alimentations les plus simples, comme le bio par exemple, où les gens vont tirer directement de la nature pour pouvoir manger. Après, on a créé toute l'industrie alimentaire autour de ça qui permet de contrôler tous ces pathogènes alimentaires. Alors aussi, vous allez vous demander pourquoi je vous mets ça. En fait, c'est pour vous montrer la façon de penser des gens. Ici, vous avez une cafétéria dans un aéroport français. Là, vous voyez, tout est nickel, tout est beau, tout est cher. Et ici, vous avez une cafétéria dans un pays en développement, dans un même aéroport, fait en tôle, et puis avec des gens qui consomment, ils ne sont pas plus mécontents que les gens qui vont manger là. En plus, ils vont payer moins cher, et donc c'est sûrement très bien pour boire du Coca-Cola, autant le boire là-bas en bas. Et ici, vous avez le sommet de la technologie. Si vous êtes allé à Montpellier, ça c'est le métro de Rennes. Là, c'est des engins merveilleux. Vous payez 500 millions d'euros en gros pour faire une ligne droite. Ici, au Cameroun, par contre, ils ont des bus où il y a marqué toute direction. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher. Donc après, pour savoir, là-bas, c'est plus facile de savoir où on va, alors que là, il faut quand même demander au chauffeur. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'alimentaire, vous me direz. Ce qui est vrai. Alors l'alimentaire dans le monde, ça tue à peu près 3 à 5 millions de personnes. Alors ça, on ne sait pas exactement combien de personnes meurent en mangeant, parce que tout simplement, ils sont morts, et surtout parce que la plupart des pays du monde n'ont pas de statistiques, et donc les morts, on ne les compte pas. Alors, les seuls pays au monde où il y a des statistiques sur les malades, c'est en gros l'Europe, le Japon, les États-Unis. Et puis ça doit être à peu près tout. Dans les pays les plus pauvres, on ne sait pas combien il y a de morts. Alors pour nous, c'est extrêmement difficile de travailler, parce que pour convaincre les politiques, quand on ne sait pas combien il y a de morts ou de malades, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, la plupart des pays ne sont pas conscients de mortalité due aux maladies alimentaires. Alors en France, il y a beaucoup moins de morts, ça vous le savez, sinon ça passerait à la télé et ils nous bassineraient pendant des heures au journal de 20 heures. Donc il y a très peu de morts alimentaires, puisqu'on considère qu'il y en a quasiment zéro. C'est à peu près 200 à 500 personnes qui meurent en mangeant en France, mais souvent c'est des gens qui sont déjà déprimés ou des gens qui ont le sida ou des choses comme ça. Et quelques accidents domestiques sur des conserves artisanales, où là on a quelques accidents, mais on les chiffre à moins de 10 par an. Il faut savoir que dans la nature, on a des pathogènes, donc ces bactéries pathogènes, et on en a une qui s'appelle le Clostridium botulinum, qui est la bactérie de référence en agroalimentaire. C'est le fait de tuer cette bactérie qui a créé tout l'agroalimentaire, en gros. Tous les systèmes de stérilisation et de pasteurisation sont basés sur la destruction de cette bactérie. La pasteurisation va la tuer, et la stérilisation va tuer son système de protection qu'on appelle des spores. Et donc, le monde entier vit pour la destruction de cette bactérie. On est quand même assez sauvage. Clostridium botulinum, et c'est la bactérie qui permet de produire le Botox là, que vous mettez sur la figure là, par injection. Vous voyez, ce n'est pas du tout dangereux. 1 gramme de Botox, ça peut tuer une ville comme Paris. Donc, c'est très, très dangereux. Quand on parle de nucléaire qui est dangereux, en alimentaire, on a ce qu'il faut aussi. Bon, ça se voit moins, on en parle moins, mais ça peut tuer quand même. Voilà. Donc 3 millions de malades en France quand même, avec des bactéries qui ne tuent pas, des bactéries qui rendent malades. Alors si vous calculez le coût que ça a pour la société, c'est énorme. Alors là, quand je dis 3 millions, c'est de gens qui sont passés chez le médecin, parce qu'il y a tous ceux qui se soignent tout seuls. En gros, il y a 100% de la population qui est malade par an en mangeant. Si vous n'avez pas de diarrhée, c'est que vous êtes vraiment solide. Et donc ça a un coût qui est très très important pour la société, et c'est pour ça qu'on essaye de réduire ça. Alors là, je vous ai fait un extrait de la réglementation européenne sur l'alimentation.
C'est une réglementation qui date de 2005. En 2005, il s'est passé plein de choses. L'Europe a créé sa réglementation alimentaire. En France, on en avait une depuis très longtemps, hein. Au Canada, depuis la Constitution, ils ont une réglementation sanitaire. En Europe, c'est depuis 2005. Alors c'est super intéressant. Je vous ai fait qu'un petit extrait pour vous montrer les pays les plus protecteurs dont nous faisons partie, bien évidemment, parce qu'on est souvent à l'origine des lois, nous, sur le sanitaire en France. Alors ici, je vous ai juste pris la définition de l'aliment. Alors c'est génial quand même d'attendre 2005 pour savoir ce que c'est un aliment, hein. Vous vous en doutiez peut-être avant, mais vous êtes quand même bien en avance sur nous. Nous, on a attendu 2005 pour le savoir. Alors, il faut savoir que des aliments pour animaux au sens réglementaire ne sont pas des aliments pour humains. Vous allez me dire, on s'en doutait quand même, hein. On a un cerveau, on pouvait y penser. Bon, les Chinois, de temps en temps, ils se trompent un peu dans les restaurants parisiens, hein, donc ça crée des poursuites juridiques. Alors, les animaux vivants ne sont pas des aliments. Hein, si vous avez faim, que vous voulez manger une vache dans le pré, ce n'est pas un aliment, vous ne pouvez pas vous plaindre en cette loi. Vous avez d'autres lois sur l'agriculture après, mais bon, ils sont déjà en peine en ce moment, ce n'est pas la peine de les embêter plus. Donc un animal devient un aliment à partir du moment où il est abattu. Alors normalement, quand vous habitez au bord de la mer, vous me dites, et les fruits de mer, hein. Là, je vous aide un peu, hein. Mais effectivement, la réglementation européenne a oublié les fruits de mer, mais ils se sont rattrapés après sur une autre réglementation sur la microbiologie. N'inquiétez pas, il y a quand même des gens qui surveillent. Voilà. Les plantes, c'est pareil, hein. On ne broute pas les salades dans le jardin, on les ramasse avant. Donc un végétal devient un aliment à partir du moment où il est collecté, hein, où il est ramassé du sol. Bon, médicaments, cosmétiques, tabac, narcotiques, tout ça, vous avez compris, ce n'est pas des aliments. Mais le juriste, quand même, nous l'a précisé dans la réglementation, hein, parce que ça, c'est extrait directement de la réglementation. Et puis, il y a un truc qui me concerne beaucoup plus, c'est les résidus et les contaminants. Alors, les résidus, c'est les produits chimiques, hein. Pesticides, par exemple, ce n'est pas des aliments, hein. Ça paraît évident. Le problème, c'est qu'on en trouve partout, vous allez me dire. Donc, il y a des ruses, là aussi. Et les contaminants, ça va être plutôt dans le biologique, hein. Donc, bactéries, il y a des moisissures qui sont extrêmement toxinogènes, dont je vais vous parler un petit peu après. Donc, le juriste nous a dit qu'il ne faut pas qu'on en trouve dans les aliments. Alors ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait que des bactéries, il y en a partout. C'est-à-dire dans l'air que vous respirez, là, il y a des bactéries, hein. Il y en a sûrement à peu près 1000 par gramme d'air que vous respirez, donc vous êtes chargé en bactéries. Dans votre tube digestif, il y a plein de bactéries. Heureusement, elles sont sympas avec vous. Et donc, on en trouve partout, sauf dans les produits stérilisés et pasteurisés. Pas pendant longtemps, mais on n'en trouve plus. Voilà. Et donc, on a inventé tout simplement le système des normes qui permet de dire, en dessous d'une certaine quantité, on considère légalement qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Donc, vous allez dire le mercure, par exemple. Et à une certaine dose, on considère qu'il n'y a pas de mercure. Les bactéries, à une certaine dose, on considère qu'il n'y a pas de bactéries, les toxines, etc., les pesticides. Donc les pesticides, les toxines, on dit que c'est 5 microgrammes par kilo. Alors c'est très petit, le microgramme par kilo, j'imagine que vous savez tout ce que c'est. En général, les gens répondent non, hein, mais bon, vous faites comme vous pouvez. J'ai fait le calcul pour des gens comme vous, des gens sympathiques. J'ai transformé le microgramme par kilo en temps, et un microgramme par kilo, ça correspond à 1 seconde sur 32 ans. Alors, vous voyez la précision de nos mesures, hein. 1 seconde sur 32 ans, dans le midi de la France, on a du mal avec ça, hein. En général, quand on arrive 5 minutes en retard, on est assez content, parce qu'on est en dessous du quart d'heure, mais en toxicologie, un quart d'heure, vous êtes mort, hein. Voilà. Donc ça, c'est très facile à faire comprendre à des étudiants. Et vous, je ne sais pas si vous avez compris, mais vous pourrez poser des questions après. Voilà. On va passer au suivant. Donc, c'est des quantités extrêmement petites. Alors, quand vous entendez à la télé, on a trouvé le double de rien, ça ne fait pas grand-chose quand même, hein. Et nous, ce n'est pas grand-chose, on sait si c'est dangereux, pas dangereux, si ça tue ou ça ne tue pas. Alors, le microgramme par kilo, ça ne tue pas. Le milligramme par kilo, qui est 1000 fois au-dessus, ça peut tuer. Et entre les deux, on a le cancer. Voilà. Là, vous avez par exemple, pour illustrer, hein, c'est des cabosses de cacao, hein, qui sont en tas. Alors, le problème des pays tropicaux, c'est qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de voiture, donc ils ramassent leurs cabosses de cacao, ils les mettent en tas. Quand ils ont un tas, ben, ils l'amènent au collecteur qui, lui, va collecter avec des camions et l'amener aux usines. Voilà. Alors, la spécificité, par exemple, des gens dans ces pays-là, c'est qu'ils sont comme vous, ils ne veulent pas avoir mal au dos. Et pour ne pas avoir mal au dos, ils ont une machette. Et avec la machette, ils tapent sur la coque et ils la ramassent comme ça pour éviter de se baisser. Alors ça crée une fracture. Et dans cette fracture vont rentrer des moisissures. Il y en a tout un tas de moisissures. Et il y en a certaines qui sont toxinogènes. Alors, toxinogène, ça veut dire que ça peut vous provoquer
soit des maladies graves, vous pouvez mourir si la quantité est forte, et dans le meilleur des cas, c'est des cancers. Alors, on a deux très, très cancérigènes qui sont l'aflatoxine et l'ochratoxine A. Dans ce cas-là, c'est l'ochratoxine A. Une aflatoxine, on va dire à 70 mg par kilo, ça va tuer un porc, quoi, directement. Hein. Je vous rappelle, 70 mg, tout à l'heure je parlais de milligrammes pour les normes, donc on a une protection à peu près de 1000, nous, sur les quantités qu'on trouve. Alors, si on va en Afrique, on peut trouver des quantités, quelquefois, qui arrivent à quelques milligrammes par kilo sur des céréales, sur des cacahuètes, qui sont des quantités qui pourraient tuer un enfant. Voilà. Et les gens achètent ça sur le marché très tranquillement. Et nous, on essaye de leur éviter ça, ce qui est très compliqué, parce que c'est des gens qui n'ont pas d'argent, donc il faut arriver à drainer de l'argent dans des pays qui en ont, pour essayer d'améliorer l'état sanitaire des pays. Et ici, vous voyez des attaques d'insectes, par exemple. Ici, vous avez sûrement des attaques de moisissures. Et là, chaque fois qu'il y a des attaques d'insectes aussi, ça peut créer des trous et les moisissures entrent dedans et on va trouver les toxines à l'intérieur. L'ochratoxine A, elle est classée cancérigène, mais moins violente que l'aflatoxine. Là, vous avez des noix du Brésil aussi. Et toutes les taches noires que vous avez sur la noix, là, ici, c'était des moisissures. En fait, vous avez un état sanitaire qui est déplorable dans ces pays, tout simplement parce que les gens collectent et ils sont dans une humidité qui est extrême. Ça, c'est en Amazonie. Et ça crée des problèmes qui sont énormes. Là, sur des noix comme ça, on peut trouver jusqu'à 4000 fois la norme européenne. En Europe, on est protégé par ces normes qui sont extrêmement drastiques. On est toujours en dessous des normes, normalement. Hein. Il y a quelques défauts de temps en temps. Mais dans les pays qui n'ont pas de normes et pas de contrôle, on obtient des choses qui sont extrêmement dangereuses et qui tuent des gens. Hein, parce que en Côte d'Ivoire, Cameroun, où je travaille régulièrement, les gens meurent, la moyenne d'âge, c'est 53 ans. Quoi. Si vous descendez dans les pays un peu plus au nord, là, vers les pays les très chauds, on a des moyennes d'âge de 40 ans, quoi, de durée de vie totale. Hein. De moyenne. Donc l'alimentaire peut tuer. Il n'y a pas que l'alimentaire, il y a la malaria, le paludisme qui tue pas mal. Hein. Voilà. Alors donc, vous voyez, on avait des pays avec une réglementation très sévère, là c'est l'Europe, donc ça coûte extrêmement cher. Hein. L'agence nationale dans laquelle je vais tous les mois, ça vous coûte environ 280 millions d'euros par an pour faire fonctionner le système, donc c'est un peu coûteux, hein. Il faut avoir les moyens de le faire. Évidemment, on ne peut pas copier ce système et l'amener dans un pays africain, c'est pas possible, pour une histoire d'argent. Donc il faut qu'ils se débrouillent autrement, alors c'est la débrouille totale. Là, je vous fais figurer une image que j'ai prise en Thaïlande. Là, vous avez pu lire tout de suite ce que c'était. Hein. C'est un magasin, il y a le prix, là, c'est 30 bahts. Là. Donc ici, vous voyez un pays, la Thaïlande, qui a une réglementation qui ne marche pas bien, un système politique qui marche à peu près bien. Bon, c'est une dictature hein, en ce moment, c'est pas très grave, ils ont l'habitude. Et ici, vous voyez qu'il y a eu une campagne de prévention qui est télévisée, qui a expliqué aux gens de la rue comment il fallait travailler pour faire des produits propres. Et là, vous voyez une personne qui travaille avec un chapeau, une blouse, un système certainement en aluminium qui protège de la poussière. Donc ça, c'est des pays où c'est en fait la population, les petits industriels qui se prennent en charge au niveau sanitaire et avec des résultats qui sont quand même très importants. Parce qu'en Thaïlande, c'est rare d'attraper mal, hein, à part ma sœur, évidemment, qui a fini à l'hôpital, hein, qui est dans la salle, là, mais qui a bien survécu. Ils ont des hôpitaux aussi qui marchent bien. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le système de réglementation qui permet de faire des choses bien. Alors, voilà, ici, vous avez une usine au Vietnam qui est en train de fileter des poissons. Alors, vous voyez un équipement parfait d'un point de vue alimentaire. Là, on est dans une usine au Vietnam donc, qui a un niveau européen de qualité. Alors là, ce que sont en train de faire ces gens, ils sont en train d'étudier des vers dans les filets de poissons. Parce que dans les poissons tropicaux, même dans les poissons européens, hein, je vais vous expliquer après l'histoire du sushi, on peut avoir des vers qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent se fixer sur votre tube digestif, s'ankyloser dans le tube digestif, et après, il n'y a plus que l'opération qui permet de les enlever. Alors ça peut exploser, évidemment, à l'intérieur, ce qui n'est pas particulièrement agréable. Donc il y a des contrôles systématiques des vers dans les poissons frais, comme ça, sur les filets. La congélation permet de les tuer, et c'est pour ça que quand vous faites du sushi, il faut toujours congeler le poisson avant. Ça, la réglementation européenne le précise quand même, ils vous précisent qu'il faut le faire. Donc les gens qui font du sushi frais, faites attention, vous pouvez finir à l'hôpital. Ce n'est pas garanti à 100% à l'hôpital, hein. C'est pas tout le temps qu'on meurt en mangeant, hein, rassurez-vous. Mais c'est assez courant et assez dangereux. Donc le sushi, toujours congeler le poisson.
Ah, j'ai oublié de dire pour les dames que je ne fais pas de cours de cuisine ce soir. Hein. Ça, tous ceux qui me connaissent savent que je suis bien incapable de ça. Là, vous voyez un magasin alimentaire. Là, on se dégrade un peu. On va dans les pays où il n'y a ni réglementation, ni industrie. Cette photo a été prise au Mali, je pense. Vous voyez une dame là qui s'est mise au plus près des ouvriers. Hein. Vous voyez, elle est très près des ouvriers là qui sont dans le chantier. Tout simplement parce que ses clients sont là, quoi. Elle s'est mise au plus près des clients pour vendre sa camelote et elle est en train de cuisiner au milieu d'un chantier. Alors c'est top, ça en termes commerciaux, c'est génial. Mais en termes sanitaires, c'est vraiment pas terrible, quoi. Parce que là, quand vous remuez de la terre, il y a de tout. Hein. Vous avez des moisissures, des bactéries, des levures, des virus, tout dans la terre, qu'on va retrouver après dans l'alimentation. Voilà. Mais bon, l'ouvrier peut mourir avant d'autres choses. Hein. C'est pas très grave. Voilà, là, vous avez une photo prise en Égypte d'une boucherie. Alors là, on voit que le monsieur, quand même, il a progressé. Là. Il a mis une protection, quand même, qui est antibactérienne, très, très bien faite. Là. Il a mis un tissu autour de sa viande. Il faut savoir que nos micro-organismes sont tellement petits que le tissu ne va rien arrêter. Alors ça va un peu arrêter la saleté quand même, hein, ça c'est bien. Mais là, il fait 40 degrés, donc 40 degrés c'est vraiment bien pour la croissance de ces bactéries. Donc il y a de fortes chances d'intoxication avec ce genre de produit. Voilà. Alors, comme partout, ce n'est pas à tous les coups et ces gens savent très bien qu'il faut les faire cuire. Donc là, on est dans un pays qui n'a pas de réglementation, très peu d'industrie et où les gens font ce qu'ils peuvent avec leur savoir-faire. Voilà, ça se dégrade encore. Là, je vous montre un lait de chamel. Alors, le lait, il n'est certainement pas de chamel sur la photo. Là, on est dans un pays qui est complètement aride. Parce que le grand truc de l'alimentaire, c'est de nettoyer. On dit il faut nettoyer. Donc, c'est facile. Quand on a de la javel, quand on a de l'eau, on peut nettoyer. Mais là, dans ces pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de javel. Donc, quand on tire du lait à ces bestioles-là, on a des jarres déjà qui ne sont jamais nettoyées puisqu'il n'y a pas d'eau. Et si on analyse du lait qui sort du pis d'une chamelle, on a jusqu'à 1 million de coliformes. Alors le coliforme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc qui peut être assez pathogène. Ça donne des diarrhées en gros, hein, par millilitre de lait. Donc si vous tapez 100 millilitres de lait, vous avez 10 millions de bactéries qui ont un potentiel pathogène. Donc si vous êtes un enfant, vous mourrez. Donc on a des décès énormes chez les enfants dans ce genre de pays. Alors évidemment, le système, ça serait la stérilisation. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le gaz, quoi. Donc voilà. Quelquefois, ils ont du bois. Alors ça entraîne des déforestations dans des zones qui sont désertiques et ça peut poser des problèmes d'environnement. Mais bon, comme ils n'ont pas d'informations sur l'environnement non plus, voilà, ils meurent tranquillement. Alors ici, vous avez ça n'a rien à voir avec l'alimentaire, mais vous voyez des dames en train de laver leur linge là dans une poubelle. Ouais, ça, c'est dans un village, enfin une petite ville d'Égypte, où j'ai dormi pas loin de là. Et vous voyez, ça, c'est la notion du sanitaire. Là. Les gens n'ont même pas la notion de la propreté. Ils nettoient leur linge dans un égout. Voilà, ça ne gêne pas, quoi. C'est sûrement plus propre après qu'avant. Alors, en termes microbiens, c'est pas mal. Voilà, des photos de pratique qu'il ne faudrait pas voir. Vous avez certainement des céréales, vous avez un chien qui dort dedans. Alors ça, chez nous, c'est formellement interdit. Et là, un chien qui dort comme ça dans des céréales, vous allez avoir des céréales à l'endroit où il a dormi qui vont être très très contaminées, aussi par des coliformes, hein, qui sont des bactéries un peu dangereuses. À côté, vous avez un cochon à côté des graines, vous voyez, c'est sympa aussi. Là, vous avez des œufs carrément dans les graines. Alors les œufs, ça va amener des salmonelles, qui sont des bactéries aussi pathogènes, qui vont créer des maladies digestives importantes. Alors, dans nos contrées, la bactérie la plus dangereuse, on va dire que c'est la listeria. Une listériose, ça entraîne 30% de décès à peu près. Donc ces maladies, il faut faire assez gaffe. En général, il n'y en a pas. Mais on trouve la listeria quasiment partout quand on l'analyse, en très faible quantité. Il y a l'effet dose de bactéries qui peut être dangereuse. Voilà. Vous voyez ici des systèmes de séchage de graines qui sont déjà très évolués pour les pays en développement. Là, il y a des petits poteaux avec des branches. Ça veut dire que la graine déjà n'est plus au sol et donc n'étant plus au sol, elle est plus contaminée par des moisissures. Là ici, c'est les moisissures qui vont nous déranger parce que c'est des pays très humides et très chauds. Et donc les moisissures toxinogènes peuvent se développer sur les graines. Voilà, c'est des systèmes très évolués. Alors une fois en Amazonie, comme ça, on travaillait sur l'aflatoxine de la noix du Brésil. Et puis je dis aux gars, mais pourquoi vous ne faites pas ce genre de truc, hein?
prenez 4 piquets de bois, vous mettez un grillage, et le mec il m'a répondu, j'ai pas de grillage. Le projet, il était à 600 000 $, quoi. Donc c'est assez drôle quoi, de ne pas avoir pensé avec 600 000 $ acheter du grillage. Mais bon, ça c'est le problème des scientifiques, on n'a pas l'habitude d'acheter du grillage. Et donc on fait ce genre de bêtises. Voilà. Sinon, ils auraient pu faire des séchoirs comme ça à proximité de la collecte des graines. Alors ça, c'est une salle de restaurant où je me suis fait jeter après avoir pris la photo. C'est dans un quartier chic d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est là où les gens vont manger en cravate, costume. Là, c'est tous les banquiers qui sont là. Et quand je suis rentré à la cuisine, j'ai vu ça. Donc voilà. Alors ça, on pourrait croire que c'est la carte de l'Afrique. Et là, vous avez le feu là qui doit. Ça doit être c'est un feu de bois. Alors c'est intéressant parce qu'il y a les bouteilles de gaz à côté et ils brûlent au bois. Mais bon. Voilà. Et ça les dérange pas, ça. Alors là, par contre, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Qui c'est qui a un peu voyagé dans ces pays-là? Ah, de l'essence. Ouais, c'est une station-service d'essence. Voilà, c'était évident. Alors ça, évidemment, chez nous, c'est interdit parce qu'on pourrait avoir confusion avec certains vins de Jusclin ou de Laudin. Alors évidemment, elle rigolait parce que je me foutais d'elle. Et c'est long de faire un plein par litre. Parce que, ouais. Et c'est assez terrible de voir ça parce qu'un enfant peut se tromper et s'empoisonner aussi avec ça. Bon, c'est que des exemples que je vous montre, parce qu'il y en a des milliers comme ça. Là, je vous montre cette photo pour vous montrer que quand il y a des inondations, là, et quand on habite dans des coins comme ça, on a des maladies. Alors là, la maladie typique des pays les plus pauvres comme ça, qui vivent avec de l'humidité, c'est le Vibrio cholerae, donc choléra. Alors ça, c'est la maladie des pauvres. Les riches n'ont jamais de choléra. Le choléra est une maladie qui se soigne hyper bien, c'est hyper facile, il n'y a même pas besoin d'antibiotiques. Mais par contre, quand on n'a rien, quand on n'a pas accès aux médicaments, on meurt de cette maladie. Et dans tous les endroits où il y a des camps de réfugiés, on a du choléra. C'est une bactérie qui est là. Alors en Europe, on a la chance de ne pas trop l'avoir. Elle n'est quasiment pas présente. Par contre, en Asie du Sud-Est, elle est présente dans toutes les flaques d'eau, dans toutes les rivières. Et elle vit là, au milieu. Et, voilà. Et quelquefois, on a des crises de choléra. Et ça peut être un petit peu dangereux aussi. Là, les gens meurent par déshydratation. C'est assez désagréable. On meurt en 3-4 jours en général. Ça, c'était le centre de recherche où je travaillais pendant les dernières inondations à Bangkok. J'avais ma maison à côté qui n'existe plus depuis. Après, c'est une inondation classique dans ces pays qui sont extrêmement plats et qui vivent sur des marécages. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. C'est juste pour vous montrer qu'on vit quand même dans un confort qui est plutôt sympathique. Et je pense que dans la conversation qu'on va avoir, vous allez me poser des questions bien pointues sur les problèmes qu'on rencontre chez nous. Et il y en a tout un lot, rassurez-vous, on n'est pas à l'abri de petits dangers. Et je suis sûr que vous avez plein d'idées là. Voilà, donc c'est à vous là maintenant. Et dans les grandes salles comme ça, on n'ose pas lever la main, mais là vous pouvez lever la main, c'est offert par la maison. Voilà, il y a un monsieur qui se lance. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous pensez que pour la France, pour quelqu'un qui a une hygiène alimentaire normale, est-ce qu'il y a un réel intérêt à manger du bio? Ouais, c'est la question qui revient tout le temps, ça. Alors le bio, c'est une normalisation européenne. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle un label européen, c'est-à-dire que tous les pays d'Europe sont d'accord pour définir ce qu'est le bio. Alors le bio, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a une autorisation de mettre des produits chimiques dans l'agriculture bio. Alors on parle d'agriculture bio, on ne parle pas d'alimentation bio, parce que la réglementation ne concerne que l'agriculture. Donc c'est une réglementation sur liste positive d'intrants chimiques. Une liste positive, ça veut dire qu'on est autorisé à mettre certains produits chimiques. Alors, par exemple, sur la vigne, vous savez qu'ils peuvent mettre du cuivre. Voilà, ils peuvent mettre du soufre. Ça, c'est des produits chimiques qui sont autorisés dans la législation bio. Alors, il y en a quelques-uns d'autres comme ça, tout simplement parce qu'on ne pourrait pas faire ça. Alors, le cuivre et le soufre, c'est pour lutter contre les moisissures dont je parlais tout à l'heure. Alors, celles de la vigne ne sont pas toxiques pour l'homme, elles sont toxiques pour le raisin. Je ne sais pas si vous avez vu les attaques de moisissures, il ne reste plus rien. Après, elles mangent tout. Elles ont besoin de manger, c'est des êtres vivants, et donc elles vont consommer tout ça. Donc le bio, pour l'instant, il nourrit que 5 à 6% de personnes en France. Donc on en a 94% qui ne vivent pas de bio.
Donc entre ce que se dit à la télé et la réalité, il y a quand même un écart qui est assez monstrueux. En général, dans nos pays, le bio est plutôt bien fait. Donc les agriculteurs sont formés. La réglementation est sévère, elle est contrôlée par une boîte qui s'appelle EcoCert, qui fait assez bien son travail et qui vérifie que tout se passe bien. Alors actuellement, la réglementation, elle dit à peu près, là, je ne la connais pas par cœur, mais qu'il ne faut pas mettre de produits chimiques pendant 3 ans avant d'avoir l'accréditation bio sur le terrain, c'est-à-dire en intrants chimiques. On n'a pas le droit de mettre des OGM aussi, c'est la réglementation qui le dit, d'utiliser des OGM, y compris en alimentation du bétail. Et puis après, il y a cette liste de produits chimiques autorisés qui est relativement petite et qui pose des problèmes d'ailleurs en technologie alimentaire quand on veut faire des produits un peu élaborés, comme du Nutella par exemple, c'est assez difficile, ou du chocolat même, c'est difficile de le faire en bio, tout simplement parce qu'il y a certains additifs qui ne sont pas bio. Alors le bio autorise 1% quand même de produits qui ne sont pas bio dans la formulation. Tout simplement parce que de temps en temps, on a besoin d'additifs qui ne sont pas bio. Si vous mettez un sucre blanc, par exemple, si vous en mettez moins de 1%, vous pouvez le prendre blanc. Si vous voulez faire du bio total, il faudra prendre du sucre roux. Voilà. Si vous mettez plus de 1%. Alors c'est un peu compliqué. Vivre sans le bio, on a vécu très longtemps sans le bio. Vivre qu'avec du bio, ça s'appelle l'Afrique. Ils font du bio parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des produits chimiques. Et quelquefois, quand ils utilisent des produits chimiques, ce n'est pas très bien fait. Il y a des gros trafics actuellement de pesticides entre la Chine et l'Afrique. Là, ça fait un peu n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vivre avec du bio, on n'y arrivera jamais. Techniquement, ce n'est pas possible de faire 100% de bio. On n'arriverait pas à nourrir toute la population, tout simplement parce qu'on ne sait pas faire actuellement. Les études des agronomes vont plutôt vers de l'agroécologie ou de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire rentrer plus de sciences et de techniques dans l'agriculture, de l'information et de la formation, qui permettent de traiter qu'au moment où on a les maladies. Alors, sur les animaux bio ou non bio, on a le droit de traiter les animaux que quand ils sont malades. On ne traite plus avec des antibiotiques comme ça se faisait avant, en prévention. Ça, c'est interdit par la loi depuis 2005 aussi, je crois. Donc ça n'existe plus. Quoi vous dire sur le bio? Voilà. C'est une agriculture qui progresse très lentement, mais qui progresse en termes de volume, en particulier dans la région, là, puisqu'il y a une promotion de la région Languedoc-Roussillon qui n'est plus de ce nom-là, mais qui va peut-être suivre. La vigne, par exemple, est subventionnée à 450 € l'hectare. Alors quand on vit sur un système subventionné, est-ce que c'est durable? Je pense que non. Mais comme toute l'agriculture est subventionnée en Europe, voilà, c'est compliqué l'agriculture en Europe. Donc le bio, ça serait un objectif très très loin, à long terme. Alors il y a des bio plus bio que d'autres qui font des agricultures encore plus raisonnées que le bio. Mais par contre qui représentent en pourcentage un très très faible pourcentage. Le bio absolu, c'est-à-dire sans produits chimiques, ça doit représenter moins d'1%, peut-être beaucoup moins qu'1% de la production alimentaire. Et alors, il y a le bio qui est produit chez nous et le bio qui est importé. Alors, le bio importé, il faut faire très attention parce qu'il peut venir de pays où il y a des moisissures, c'est-à-dire les pays chauds. Vous savez, les légumes que vous mangez régulièrement, souvent viennent du Kenya, qui est le plus gros producteur quasiment de légumes du monde. Donc, si vous regardez vos étiquettes, quand vous achetez des conserves, vous verrez que ce n'est pas fabriqué en Pologne, mais c'est fabriqué au Kenya. Voilà. Alors les échanges alimentaires sur la planète sont énormes, énormes. C'est des milliers de containers par jour. Donc il faut arriver à contrôler tout ça, à ce qu'il y ait un peu de sérieux. En Europe, c'est libre. Alors pour contrôler ce qui rentre dans l'Europe, on a un système qui s'appelle le système d'alerte rapide européen, qui est un système informatique qui relie tous les labos de contrôle aux frontières de l'Europe. Et dès qu'il y a un problème sanitaire qui arrive, tout le monde le sait en même temps. Et donc là, après, il y a des précautions qui peuvent être prises. C'est retirer du marché, interdire l'import, soigner les gens éventuellement, ce qui n'arrive pas souvent quand même. Le dernier cas grave qu'on a eu, c'était des produits laitiers qui venaient de Chine, qui étaient chargés en mélamine. La mélamine, c'est ce qu'on utilise pour faire les formicas, le lissage des formicas. Les Chinois ont utilisé cette molécule parce qu'elle contient beaucoup d'azote. Et le lait en Chine est payé en fonction de la teneur en protéines. Et la teneur en protéines, on la mesure par la teneur en azote. Donc c'était un artifice de fraude et qui a mis à l'hôpital plus de 50 000 enfants pour des problèmes rénaux. Voilà.
les gens qui ont fait ça ont été pendus chez eux. Vous voyez, ils ont une réglementation qui est assez sévère quand même. Chez nous, on ne les pend pas, hein, on ferme les entreprises et ils ont des problèmes juridiques à peu près au moins sur 10 ans. Quelqu'un qui ferait quelque chose de mal en alimentaire, c'est très 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 lourd. Voilà. En bio, on a eu des cas de mortalité il y a 2 ans en Allemagne. L'histoire du concombre espagnol, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui n'était pas du tout du concombre. Et le problème ne venait pas d'Espagne. On pense que ça venait d'Égypte et que c'était des céréales. C'était une bactérie coliforme et la malchance qu'on a eue sur cette affaire-là, c'est que c'était un coliforme mutant que les analystes, sûrement français et les analystes allemands, ont raté, ce qui a créé un retard et ce qui a créé 54 morts quand même. Mais c'était un mauvais hasard, de mauvaise manipulation par un gars qui n'était pas trop... Enfin, un gars, on ne sait pas qui c'est encore, hein, parce que nous, on le saura que dans 10 ans, ça, qui n'avait pas trop respecté les règles de processus alimentaire. Il faut savoir que de temps en temps, on arrête des gens qui se lancent dans l'alimentation sans avoir fait de formation. C'est arrivé à Saint-Rémy-de-Provence l'année dernière, quelqu'un qui s'est mis à faire des tapenades comme ça, parce que c'était bien. Sauf qu'il a failli tuer pas mal de gens, quoi. Il a été arrêté assez rapidement. Mais les tapenades, on ne sait pas où elles sont. Elles sont peut-être parties chez des touristes. Il n'y a aucun décès qui a été annoncé là-dessus. Là, je vois des questions qui arrivent là tout d'un coup. Tout le monde veut entendre, allez-y. Merci. Une question. Quelqu'un qui ne mange pas bio, qui mange agriculture raisonnée ou agriculture standard, combien de kilos ou de pesticides par an est-ce qu'on peut évaluer qu'il ingurgite? Et quel impact éventuellement sur la santé, voilà. Voilà, il y a plusieurs questions là. Alors les quantités ingérées sont extrêmement faibles, hein, puisque comme je vous disais, les normes nous imposent moins de 4 à 5 microgrammes par kilo d'aliments. Donc avant d'arriver à 1 kilo, il faudrait manger quelques tonnes d'aliments. Donc ça fait peut-être beaucoup, enfin je ne sais pas combien vous mangez. Mais puis il faudrait avoir de la malchance de tomber sur un truc qui soit dangereux pour la santé. Parce qu'il y a des pesticides dangereux et des pesticides pas dangereux. Actuellement, on a à peu près 500 molécules pesticides qui sont autorisées en Europe, utilisées en Europe. Et autorisées, bien sûr, parce qu'on peut utiliser que des molécules autorisées en Europe, c'est ce qu'on appelle les listes positives, dont je parlais tout à l'heure. En termes de toxicité, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le calcul d'une toxicité ne se fait pas sur des humains, donc ça se fait sur des rats. Alors, sur des humains, vous avez compris pourquoi, hein? Non? Vous voulez que j'essaye sur vous? Alors ça ne se fait plus depuis longtemps, ça. Donc on le fait sur des rats, et c'est des calculs d'extrapolation qui considèrent qu'un humain, c'est un gros rat. Et c'est très compliqué, parce que ça va dépendre aussi des consommations des gens sur un produit alimentaire donné. Alors il y a des calculs qui ont été faits sur plus de 300 aliments. En gros, on prend 1000 personnes, on leur demande qu'est-ce qu'ils consomment. Alors si je demande à monsieur, il va me dire moi j'adore les fraises. Monsieur à côté va me dire moi j'aime pas les fraises, j'aime le raisin. Et en fait, on a toujours des courbes de consommation qui sont des courbes qui montent comme ça. On a à peu près, sur 1000 personnes, on en a 975 qui sont normaux, on va dire, et 25 sur les 1000 qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire qui aiment les fraises, qui aiment le chocolat, et qui vont se gaver toute la journée du même produit. Le Nutella, par exemple. Hein. Alors, je n'ai pas dit que le Nutella était dangereux, ça c'est après, hein, c'est une question après. Vous allez me la poser, c'est là dont je vous l'ai dit avant. Voilà. Donc on sait ce que consomme le consommateur, on fait nos calculs sur le 975e, jamais sur le 1000e, parce que sinon on ne s'en sortirait pas. Et on regarde ce que le 975e consommateur consomme, qui est un gros consommateur déjà d'un aliment donné. Et on sait par les analyses combien il y a de pesticides sur une salade, par exemple. On connaît la toxicité du pesticide sur la salade par une étude sur des rats. Alors, ce qu'on appelle la dose létale 50, hein, on augmente la dose de pesticides jusqu'à ce qu'il y ait 50% des rats qui meurent. Alors ça fait des doses quand même, quand ça commence à tuer, c'est pas mal. Hein. Alors, on n'est plus du tout dans le microgramme par kilo, on est dans le milligramme et quelquefois le gramme par kilo. Donc ça, normalement, dans une alimentation classique, vous ne l'aurez jamais. C'est impossible d'atteindre des doses qui pourraient conduire à la mort. Alors, le problème qu'on se pose entre scientifiques, hein, il y a des gros programmes qui tournent au niveau européen, c'est qu'est-ce qui se passe quand on mange une multitude de pesticides, ce qui vous arrive tous les jours, à l'état de traces. Quand on parle de traces, c'est des quantités infimes qui sont sûrement autour du microgramme par kilo ou du nanogramme par kilo, qui est encore 1000 fois en dessous. Et bien là, on ne sait pas. Ça reste une des grandes questions non élucidées à ce jour, tout simplement parce qu'on n'a pas de méthode pour tester des molécules à une dose non toxique.
Quand on parle de toxique, c'est que ça tue. Hein. À une dose non toxique, on ne sait pas faire. Alors on a des études sur cellules, mais vous mettez un bout de sucre sur des cellules, elles vont mourir au bout d'un moment parce qu'elles vont être asphyxiées par le sucre. Vous mettez de l'eau, vous allez vous noyer. Donc c'est des méthodes qu'on n'a pas. Voilà. On parle par exemple de perturbateurs endocriniens actuellement. Là, voilà. On est typiquement dans le genre de molécules, on a des soupçons du fait de la molécule, parce qu'à force on les voit les molécules qui ont une mauvaise réputation. On se dit certainement elles vont être dangereuses, et par contre on ne sait pas le mesurer. On mesure une perturbation sur des cellules. Alors, une perturbation, ça ne veut pas dire une mort de la cellule. Ça serait trop simple. Et donc on mesure ces perturbations, et puis il y a tout un tas de chercheurs qui cherchent, et qui essayent d'expliquer tout ça. Donc ça, c'est des problèmes non résolus. Voilà. Moi, j'avais fait une conférence sur la tarte aux cerises, par exemple, pour vous montrer que je ne suis pas complètement nul en alimentaire. Et j'avais trouvé jusqu'à 100 molécules qui étaient non naturelles dans une tarte aux cerises. Voilà. Et non naturel, ça ne veut pas dire que c'est dangereux non plus. Hein. Voilà. Du sucre raffiné, ça peut être classé non naturel, quoi. Voilà. Ou je sais pas moi, du caramel, par exemple, c'est pas un produit naturel, le caramel. Ça a encore tué personne. Hein. Voilà. Donc c'est compliqué, et on ne peut pas répondre à ce genre de questions aux infimes doses. Ce qui est sûr, c'est que vous mangez du pesticide tous les jours. Voilà. Mais vous mangez aussi des toxines, vous mangez aussi des bactéries pathogènes tous les jours. Et vous en remettez très bien, parce qu'on a un système, nous, qu'on appelle le système immunitaire, qui va lutter contre tout ce qui est biologique, relativement bien. Et si vous êtes africain dans un pays pauvre, votre système va lutter encore mieux. Ça, on en est quasiment persuadé. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on le sait. Par contre, le chimique, on peut avoir soit des accumulations, si c'est des métaux, par exemple, comme le mercure dans le poisson, ou le plomb, ça va s'accumuler dans votre foie, et puis ça peut créer des désordres qui peuvent conduire au cancer. C'est rarement la mort dans ces cas-là, mais ça peut être du cancer. Mais bon, il y a 50% des gens qui meurent du cancer, donc voilà. L'alimentaire fait certainement partie des causes, mais à très faible dose. Mais ça, moi, on n'a pas de chiffres là. On ne sait pas quel est l'impact de l'alimentation. On sait que les gens vivent de plus en plus vieux, sauf cette année, là, on a atteint le sommet de la courbe. Là. Et depuis la guerre, en fait, on a une amélioration constante du système alimentaire en Europe. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, on sait que c'était quand même moins bien. Par contre, on est loin de la perfection, mais on est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. 20 ans, c'était l'année des... Enfin, 30 ans, c'était l'année des pesticides à outrance, quoi. C'est les gens qui avaient faim à cette époque-là. Ça a été classifié par des sociologues, ça. Hein. Après la guerre, les gens avaient faim, il fallait les nourrir. On a créé l'INRA, on a créé les pesticides, tout ça, ça a très bien marché. On a créé à volonté de la nourriture. Voilà. La plupart des gens de cette époque-là sont morts, d'ailleurs, de plein de causes différentes. Mais voilà. On ne sait pas quel est l'impact de l'alimentaire. Il y a tellement plein de causes de mourir qu'on ne sait pas. Mais nous, par exemple, en termes de sûreté alimentaire, donc c'est la sécurité des aliments, on pense que c'est le sucre qui tue le plus, quoi, par l'obésité. Hein. Ce n'est pas le sucre en tant que sucre, hein, vous inquiétez pas, le sucre ça ne tue pas, mais l'obésité fait 50 000 morts par an, hein, ça fait un Airbus par jour. Hein. Donc ça tue bien, et ça, l'obésité, vous savez tout ce que c'est. Voilà. C'est le résultat d'une surconsommation d'énergie alimentaire. Alors quand on dit le sucre, en fait, c'est pour limiter le sucre chez les enfants, pour éviter l'obésité, parce que quand un enfant est obèse, il va le garder certainement toute sa vie, alors que chez les adultes, on arrive un peu à réguler. C'est très compliqué, parce que c'est un problème d'énergie et ce n'est pas un problème de consommation. Hein. Quand vous entendez dire le pain, ça fait grossir, le pain, il fait autant grossir que l'huile, voilà, tout ça, ça se calcule, hein, si vous voulez, mais je ne vais pas vous faire des calculs là. Mais c'est la somme énergétique que vous consommez qui va faire que vous grossissez ou que vous maigrissez. Hein, c'est comme une voiture, quoi. Il faut une certaine quantité d'énergie. Et cette énergie, si vous faites du sport, évidemment, il faudra plus d'énergie, ça c'est pour Mireille. Et si vous faites moins de sport, il faudra moins d'énergie. Voilà. Moi, je fais souvent des conférences avec le chef de la nutrition de l'hôpital de Montpellier, et il dit la grande différence avec avant, c'est une demi-heure de sport, quoi, par jour. Voilà. Et il me dit, si tout le monde faisait une demi-heure de sport par jour, j'aurais plus de clients. Voilà, c'est très, très bien résumé. C'est-à-dire que toutes les questions que vous allez me poser là sur les détails alimentaires, ça ne compte pas. Sur la durée de vie d'un individu, c'est l'obésité qui va tuer le plus, d'un point de vue alimentaire. Parce que le cancer a plusieurs origines qui ne sont pas forcément alimentaires. Il faut savoir que vous mangez souvent, hein, aussi. Donc il faut que ça soit le moins dangereux possible. Voilà. Monsieur, je sais pas, j'ai peut-être... ouais.
Je suis là. Oui, avec tout ce que vous nous avez dit et avec tout le niveau des normes et de réglementation française, voilà la question que je me pose. Donc, on est dans un pays sûr. On peut dire ça. Alors, la question que je vous pose, quels sont les progrès à faire en matière de sécurité alimentaire? Actuellement, les plus gros progrès, ça va être sur les pesticides, qu'on peut les faire. Alors là, ils y travaillent fort en ce moment. Parce que Madame Ségolène, là, elle croit qu'on va enlever les pesticides comme ça par un règlement. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il y en a pour des années pour trouver des méthodes beaucoup plus biologiques. Alors, il y a beaucoup de laboratoires. Nous, chez nous, on en fait un petit peu, là, trouver par exemple des compétiteurs de moisissures toxinogènes chez d'autres moisissures, ou utiliser des bactéries lactiques, par exemple, qui sont des bonnes bactéries, pour lutter contre les moisissures toxinogènes. Ça, c'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Alors, il y a plein de laboratoires qui travaillent là-dessus. On est très, très loin des applications industrielles. Hein. Et donc, on va encore subir ces pesticides. Si on avait des luttes biologiques qui permettent de lutter contre les moisissures de la vigne, on les appliquerait. Alors, ça commence. On voit des choses qui sortent. Il y a un bacillus, là, le Bacillus thuringiensis, par exemple, qui est une bactérie qui produit une toxine contre les insectes, qui est très utilisée dans le bio, avec des limites, puisqu'elle ne produit qu'une toxine. Et il y a plusieurs insectes qui attaquent. Et les OGM, d'ailleurs, au départ, ont repris ce Bacillus thuringiensis pour greffer le gène de codage de la protéine toxique pour les insectes, pour faire des OGM. L'OGM initial, c'était un OGM bio, en fait, hein, la plante luttait contre les insectes elles-mêmes. Après, il y a eu du commerce. Hein. Mais au départ, l'idée, c'était bien de diminuer les attaques d'insectes pour diminuer les insecticides. Parce qu'il y a insecticides, il y a fongicides, il y a herbicides. Le problème, c'est qu'après, c'est tombé dans les mains d'une très grosse boîte américaine qui a voulu vendre son herbicide, et donc qui a créé une résistance sur les OGM à l'herbicide, ce qui leur permettait de vendre leurs OGM dès qu'on utilisait leurs herbicides. C'était une société de chimie que vous connaissez tous, et qui voulait vendre ses produits chimiques. Ce n'était pas la graine qui l'intéressait, parce qu'une graine OGM ou non OGM, ça se vend à peu près le même prix. Donc ils ne gagnaient pas d'argent sur les graines, ils gagnaient de l'argent sur le Roundup. Voilà, qui ne s'appelait pas Roundup à l'époque, mais il s'appelle Roundup maintenant. Voilà. Donc c'est compliqué tout ça. Mais si vous voulez avoir des infos sur les OGM, n'hésitez pas. Hein. Ça, je connais aussi très bien. Là, c'est le timing. Hein. Bien. D'après ce que nous avons entendu, il y a des bactéries un petit peu partout. Maintenant, il y a des contrôles qui commencent à se faire. Mais enfin, on ne peut pas tout contrôler. On sait alors qu'il y a certaines mesures qu'on applique pour les antibiotiques. Il faut prendre à la levure. Mais on souffre plus ou moins de temps en temps de maux d'intestin, etc. On ne peut pas en permanence faire analyser les selles, aller passer des coloscopies, etc. Alors on entend parler, ça paraît tout simple, prenez un yaourt par jour et ça ira. Est-ce que tout ça c'est sérieux? Il y a de tout. Alors un yaourt, ça se fait avec des bactéries qu'on dit lactiques. Hein. C'est des bactéries complètement naturelles qu'on met dans le yaourt et ça permet de gélifier le lait et d'obtenir un yaourt. Alors ça, c'est le vrai yaourt, hein, à ne pas confondre avec une crème qui a à peu près la même couleur, ou un petit suisse, par exemple, qui n'est pas une fermentation lactique. Alors, un produit qui fermente comme ça, il va produire jusqu'à 10 puissance 8 bactéries par gramme. Ça fait à peu près 100 000, 1 million. Non, plus que ça, 1 million, 100 millions de bactéries par gramme. Donc quand les bactéries lactiques sont présentes dans un produit alimentaire, les autres bactéries ne peuvent pas venir parce qu'elles ont envahi le milieu. Donc dans un yaourt, normalement, un yaourt serait théoriquement éternel puisqu'il ne pourrait pas pourrir. Alors j'ai ma collègue bactériologiste qui fait des gros yeux parce qu'effectivement, on met toujours une date limite de consommation sur tous les produits alimentaires. Mais en théorie, c'est des produits qui ne peuvent pas être contaminés par d'autres. Donc si vous êtes contaminé par des bactéries pathogènes dans votre tube digestif, si vous mangez du yaourt, vous allez envahir votre tube digestif par des bactéries qui sont plutôt bonnes pour votre santé. Donc c'est vrai que ça va lutter. Ouais. Donc ça, c'est sûr. Après, le problème, ça va être la pathogénicité de la bactérie, quoi. Si elle est vraiment pathogène, vous risquez de trinquer par les toxines que la bactérie va émettre. Et ces toxines, à un moment donné, il faudra s'en débarrasser. La bactérie, c'est un être vivant, et la toxine, c'est un produit chimique. Il y a des méthodes médicales. Hein. Vous savez, je sais pas, vous connaissez le smecta, l'argile, le charbon.
Alors tout ça, c'est des particules chimiques. Hein. Le charbon, par exemple, c'est du charbon actif qu'on appelle ça. C'est des produits qui sont microporeux. Et en fait, la toxine rentre dans des trous qui sont extrêmement petits et n'arrive pas à en sortir. Et donc, vous excrétez ça très tranquillement. Et en fait, c'est des produits qui sont complètement neutres chimiquement, mais qui vont être hyper efficaces contre les toxines, pas contre les bactéries. Alors les bactéries, il faut faire attention parce que des fois, ça va se résoudre tout seul et des fois, on va vers des septicémies qui peuvent être un peu plus embêtantes. Quand ça commence à attaquer les reins, le foie, les poumons, ça peut être très grave. Donc, il faut savoir à un moment donné réagir, quoi. Puis on peut aller vers des déshydratations avec certaines bactéries que j'ai citées tout à l'heure. Donc, tout ça est un petit peu complexe, mais les médecins chez nous sont parfaitement formés à ça et pourront résoudre vos problèmes. Mais sinon, oui, les yaourts, c'est bien. Voilà. Il y avait une question par ici. Ouais. Oui, à l'heure actuelle, on est inondé par le marché des compléments alimentaires, c'est-à-dire oméga 3 et j'en passe. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'alimentation? Voilà, j'imagine, mais quelle est la position, quelle est la place de ces compléments alimentaires qui ont l'air d'exploser? Sur le magnifique livre que vous allez acheter tout à l'heure, il y a tout un chapitre là-dessus. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. En Europe, par exemple, je ne sais plus, en 2010, on avait regardé, il y a 15 000 nouveaux produits qui nous sont proposés par l'industrie par an en Europe. Donc il y en a des super bons. Puis, alors, ce qu'a fait la réglementation, ils ont tout simplement demandé à ces gens que tout ce qui était vendu comme principe actif, on va dire, est une réelle activité. Alors, ça en a calmé pas mal. Alors, les choses actives. Alors, les oméga 3, par exemple, c'est des molécules grasses qui viennent de matières grasses, hein, des huiles, que l'on trouve dans pas mal d'huiles végétales. Ça n'existe pas dans le monde animal. Que l'on va retrouver surtout dans les membranes cellulaires du corps humain. Donc c'est des produits qui sont indispensables à la vie, hein, ce qu'on appelle des acides gras indispensables pour les connaisseurs. Il y en a 2. Ces acides gras, si vous ne les trouvez pas, à un moment donné, vous n'aurez plus de cellules vivantes, donc vous allez être mort. Mais bon, ça n'arrive jamais chez nous, parce que quelqu'un qui arrête de manger, c'est assez rare. Enfin, il meurt aussi, hein, mais voilà, ça ne court pas les rues. Donc ces oméga 3, on va en avoir surtout besoin lors du vieillissement. Alors vieillissement, je dirais à partir de 60 ans, c'est un chiffre que je viens d'inventer, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont 61, c'est pas sûr que vous en ayez besoin. En fait, tout simplement parce qu'en vieillissant, on a des déficits de certaines réactions enzymatiques qu'on appelle des désaturases, c'est-à-dire qui créent des doubles liaisons sur les acides gras. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller là. Et bien, à un moment donné, tout ça se casse la gueule, et puis on en a plus besoin. Ça veut dire que si on vous vend de l'oméga 3 et que vous avez 30 ans, c'est une belle esbrouffe, quoi. Si vous en avez 60, c'est mieux. Voilà. Mais il se trouve que le marché de l'oméga 3, c'est plutôt quand on a un peu de sous, c'est-à-dire entre 30 et 50 ans, c'est là où on n'en a pas besoin. Voilà. Mais vous en trouvez partout, hein, dans les shampoings, vous avez des cachets d'oméga 3, tout ça. Ça ne sert à rien quand on est jeune, parce que vous en trouverez toujours assez dans l'alimentation. Si vous avez une alimentation variée, hein. Si vous mangez que du steak, vous n'en aurez pas beaucoup, mais enfin, si vous mangez un petit peu de légumes, quelques huiles végétales en salade, tout ça, vous aurez ce qu'il vous faut. Après, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des équilibres entre oméga 3 et oméga 6. Ça, il faudra lire le livre, il y a tout dedans. Si je vous fais un cours de chimie des corps gras, là, ça vous allez souffrir, et ce n'est pas l'objectif de la séance. Après, il y a d'autres choses, hein. Vous avez par exemple les boissons pour gamins, là, les trucs énergétisants, là. Voilà, ça c'est un acide aminé qui est dedans, là, qui s'appelle la taurine. À un moment, on avait eu des doutes sur la sûreté de la taurine en Europe. On l'avait interdite. On l'avait remplacée par de l'arginine, qui est un acide aminé aussi. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais l'arginine, c'est un défatigant pour les sportifs. Si vous êtes fatigué, vous achetez de l'arginine en pharmacie, ça ne vaut rien du tout. Vous avez entendu parler Sargenor, par exemple. C'est simplement de l'arginine, sauf qu'ils vous le vendent avec un peu de commerce dessus. Mais sinon, pour les plus anciens, vous avez l'arginine Véron, par exemple, qui est de l'arginine pure. Ça vaut 3 € la boîte, quoi, ou 4 € la boîte, et c'est la même chose. Mais bon, il y a moins de couleurs, c'est moins jaune, c'est un peu plus ancien, mais c'est le même produit. Voilà. Alors l'autre, il va vous dire, j'ai mis un peu de sels minéraux, tout ça. On n'a pas beaucoup non plus de déficit en sels minéraux en France, hein. Ça peut arriver. Les sels minéraux, c'est plus des équilibres, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a aussi les vitamines qui sont indispensables à la vie. Alors, la vitamine, c'est obligatoire pour vivre bien. Si on manque de vitamines, on meurt.
Alors ça, pareil, en France, on a 0 mort par avitaminose. Il faut être vraiment dans des cas très graves, hein, ça relève de l'hôpital. Après, vous avez pour un être vivant normal qui ne fait pas beaucoup d'efforts, ça ne va pas vous apporter énormément. Hein. Ça va vous apporter quand vous allez être fatigué, des choses comme ça. Mais il faut bien choisir les produits, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent là-dedans. Après, chez les sportifs, par contre, de haut niveau, là, c'est pas pareil. Là. On peut compenser des pointes d'activité avec des énergies plus fortes, quoi. Plus de protéines, ou plus d'amidon, ou plus de sucre, selon ce que vous allez faire. Si vous faites un marathon ou un sprint, c'est pas du tout la même alimentation qu'il faut avoir, mais tout ça existe, hein. Il y a des livres entiers là-dessus. Voilà. C'est très compliqué, l'alimentation. En gros, si vous voulez vous débrouiller tout seul, il va falloir lire beaucoup. Voilà. Mais il y a des spécialistes de ça qu'on appelle des nutritionnistes qui pourront vous aider si vous en avez besoin un jour. Voilà. Mais c'est très difficile d'aller dans un rayon d'additifs alimentaires et de choisir soi-même, quoi. C'est très très compliqué. Avec un équilibre potassium-sodium, ça peut conduire à des crampes, à la mort, à un bien-être. Alors que voilà, le sodium, c'est ce que vous avez dans votre sel de cuisine, hein. Le potassium, il y en a un petit peu dans le chocolat, un peu partout. Mais un déficit de potassium, ça peut vous claquer un mollet, ça peut faire mal, quoi. Par contre, on peut tuer quelqu'un avec du potassium, voilà, à forte dose. Et tout simplement parce qu'on lui fout en l'air tous ces équilibres biologiques, hein. Et ça part en vrille à un moment donné, hein. Et ça peut arriver, mais bon, on n'a pas non plus beaucoup de décès par potassium, hein. Mais c'est pareil avec l'eau, hein. Si vous manquez d'eau, vous allez mourir. Si vous avez trop d'eau, vous vous noyez. Donc, voilà. Pour le reste, c'est un peu pareil. Bonsoir. J'aurais 2 questions. Je voudrais rebondir un petit peu sur la tarte à la cerise. Vous avez quelque chose à nous dire sur le moucheron Suzuki là, qui aurait tendance à s'attaquer à nos cerisiers? Le moucheron Suzuki. Ouais, enfin, j'ai plus le nom scientifique, mais ça se termine par Suzuki. Le cerisier, je ne connais pas, parce que je ne suis pas dans l'agriculture, moi. D'accord. Mais et pour le blé? Il y a pas mal de dossiers actuellement sur l'olivier. Et j'allais venir aussi, l'olivier, la châtaigne, toujours pareil, on a des insectes. C'est des parasites normaux en fait, hein, qui sont là et qu'à un moment donné ils vont consommer un peu plus que d'habitude, ils vont être plus présents que d'habitude et ça va faire des dégâts. Ça c'est la nature, hein. On a les platanes du canal du Midi qui ont beaucoup souffert, ça c'est des moisissures. Alors tout ça existe, hein, c'est souvent dans le sol et ça attend, et à un moment donné ça part, on ne sait pas trop pourquoi. Et après les luttes, soit on a les produits pour lutter, soit on les a pas. Et il y en a qui sont particulièrement résistants, hein. Et ma deuxième question, c'était sur le gluten. Ouais. Alors le gluten, c'est une protéine du blé, donc la céréale blé là, que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire qu'on va la trouver dans le pain, les gâteaux, les brioches. À chaque fois que vous utilisez une farine, il y a du gluten. Alors il y a une espèce de polémique sur le gluten en ce moment qui est intéressante, parce que les Français qui ont bouffé du gluten toute leur vie se sont trouvés un peu d'allergie d'un coup, là, parce qu'il y a un tennisman qui est passé à la télé. Alors c'est surprenant à la télé comme ça peut faire des choses aux gens. Donc il y a une grosse part de la population qui s'est trouvée des défauts en mangeant du pain, quoi. Alors c'est génial parce que la plupart de ceux ils arrêtent le pain mais ils continuent à manger de la brioche, donc c'est assez rigolo. Mais ça fait partie des grands problèmes qu'on a en alimentaire en ce moment. On vit dans un monde de psychose, de psychologie on va dire, pas vraiment de psychose, à tel point qu'on a créé une maladie qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est la peur de manger. Il y a des gens qui ont peur de manger parce qu'ils entendent des trucs à la télé, on leur dit que tout est dangereux, donc à la fin c'est difficile de manger. Alors le gluten, c'est une protéine. Les protéines, on en trouve dans toutes les céréales, hein. Elles ont différents noms. Même dans le blé, il y en a plusieurs, hein. Ils ont trouvé le gluten parce que c'est un tennisman, là, hein. C'est Djokovic là, qui a trouvé qu'il jouait mieux au tennis quand il mangeait moins de gluten. C'est vrai que c'est un effet scientifique important sur la télévision, mais on va plus écouter un tennisman que moi à la télé, ça c'est sûr, hein. D'abord parce qu'ils ne vont rien comprendre quand je vais parler, et puis lui on le comprend mieux parce qu'il parle en anglais. C'est peut-être pour ça. Et donc on arrive à créer des mouvements comme ça, médiatiques, hein, qui sont repris par tous les journalistes, Internet, parce que c'est une célébrité qui a annoncé quelque chose, hein. On avait un ministre il n'y a pas longtemps, là, enfin il y a quelques années, qui mangeait que du raisin. C'est vachement intelligent ça pour mourir. Mais comme c'était un ministre, on en a parlé à la télé. Donc c'est pas parce que vous l'entendez à la télé que ça va être dangereux. Alors le gluten, par contre, il y a comme toutes les protéines, il peut y avoir des allergiques, hein.
Les allergiques, c'est des gens qui sont malades, qui ont un système immunitaire qui va réagir sur cette protéine donnée, et ça peut créer des désordres qui peuvent être extrêmement dangereux. Ce qu'on appelle la maladie cœliaque sur le gluten, ça peut conduire à la mort. Pour un vrai allergique, il peut mourir en mangeant du gluten. Alors, et entre les deux, il y a des gens qui peuvent avoir des intolérances. Alors, les intolérances, ça va vous créer des désordres intestinaux, des problèmes de gaz dans le ventre, peut-être vous allez moins bien jouer au tennis, ça c'est possible. Mais ça, on n'est plus dans le domaine de la maladie, là, on est plus dans le domaine de la gêne. Voilà. C'est comme le lactose dans le lait. Hein. Quand on dit « je suis allergique au lactose dans le lait », c'est une maladie qui n'existe pas. Hein. Ça s'appelle une intolérance, simplement parce que le lactose ne tue pas. Hein. Il peut vous provoquer des fermentations, des problèmes de gaz, et ça fait très mal. Hein, ça. Si vous avez les gaz qui vont au diaphragme, là, vous pouvez souffrir, alors que c'est simplement du CO2. Hein. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Et donc, voilà, la maladie du gluten existe, mais vous avez la protéine de l'arachide aussi qui est dangereuse, vous avez celle du kiwi, celle de la fraise, voilà. Et alors, si vous avez la chance de ne pas avoir la maladie, vous l'aurez peut-être un jour, mais vous pouvez en manger tant que vous voulez. Et par contre, si vous avez cette maladie, cette allergie, la vraie allergie médicale à un produit, là, vous risquez votre peau. Hein, parce que vous pouvez avoir des réactions qui sont extrêmement graves, hein, des étouffements, jusqu'au cœur qui s'arrête. Hein. Donc ça existe. Mais là, on voit de tout aussi dans ces domaines-là. L'expertise, par exemple, j'ai eu là, cette année une société qui voulait vendre des glutinases, c'est-à-dire des enzymes qui hydrolysent le gluten pour le mettre sur le marché alimentaire. C'est extrêmement dangereux parce que les gens ils vont croire qu'en mettant cette enzyme dans leur repas, ils vont se mettre à l'abri de la maladie. Ça, c'est pas possible. Parce qu'une enzyme ne va jamais hydrolyser, on dit, toute la protéine d'un produit alimentaire. C'est impossible. Donc on donnerait des faux espoirs aux gens. Donc on a demandé à ce que cette enzyme aille dans le médical et sous contrôle médical. Alors, il ne faut jamais confondre le médical et l'alimentaire. Hein, quand même, c'est un monde très, très différent. Hein. Dans l'alimentaire, on ne vous donne que des bonnes choses. Dans le médical, on ne vous donne que des molécules qui sont toxiques. Il y a une différence qui est notable. Toxique, pour moi, ça veut dire active. Hein. Ces molécules, à partir du moment où c'est actif, ça peut être toxique. Hein. Il faut faire très attention à tout ce qui est actif. Quand c'est actif, ça a une activité. Hein. Les huiles essentielles, par exemple, on a des huiles essentielles qui sont super bien. Elles sont actives comme, je sais pas, le thym qui est antiseptique, par exemple, ça c'est bien. Mais vous en avez qui peuvent provoquer des dangers, quoi, qui peuvent être toxiques pour l'humain. Mais il y a des très bons livres là-dessus aussi. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Mais il faut faire attention à tout ce qui est actif, quoi. Si c'est actif, c'est qu'il y a un truc, quoi. Voilà. Alors quelquefois, par exemple, vous avez des toxiques contre insectes qui vont tuer les insectes, mais qui ne vont pas tuer les humains parce que l'humain est insensible à la toxine, enfin au toxique. C'est le cas de la toxine du Bacillus thuringiensis dont je parlais tout à l'heure, qui est utilisée en bio. Si l'insecte ingère la toxine, il meurt. Si vous ingérez la toxine, ça ne vous fait rien du tout. Mais c'est bien une toxine qui agit. Hein. Voilà. Et c'est bien l'industrie du bio qui fait ça. Donc ça, c'est autorisé et on sait qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Donc, ça va ? Oui, mais effectivement, c'est tout le problème de la publicité qu'on a pour des aliments qui vous procurent une baisse de cholestérol ou n'importe quoi. Qui est-ce qui contrôle ? Alors ça, c'est l'Agence nationale de sûreté sanitaire des aliments qui s'appelle l'ANSES et qui autorise à mettre sur le marché. Alors, normalement, depuis quelques années, on devrait avoir ce que vous dites sur l'emballage devrait marcher. Voilà. Alors c'est compliqué parce qu'il y a une baisse de cholestérol. Comment vous allez faire pour le prouver, quoi. Ça va être compliqué de le faire sur des études de masse. Alors il y a des choses qui marchent. Hein. Sur le cholestérol, en fait, on ne diminue pas le cholestérol, mais on va essayer de mettre des compétiteurs du cholestérol qu'on appelle des phytostérols. Le cholestérol, c'est une molécule qui est que dans le monde animal. Les phytostérols, c'est la même chose, mais dans le monde végétal. Et si vous mangez beaucoup de phytostérols végétaux, vous allez mettre en compétition dans votre digestion avec le cholestérol animal. Donc tout ça, ça va être excrété. Donc on a des margarines, par exemple, qui sont chargées en phytostérols. Donc là, on a un effet qui est assez direct sur le cholestérol. Mais le cholestérol, de toute façon, vous vivez avec. Hein. Un être normal, il a à peu près 1 gramme par litre de sang de cholestérol. Le problème, c'est quand on dépasse 3 grammes par litre, où là,
on peut se mettre en danger. Mais le danger, il n'est pas aussi direct que la quantité. Hein. Il faut arriver à colmater ses artères quand même. Oui. Donc, effectivement, il y a un contrôle. Ah, ouais. Ce n'est pas un contrôle, c'est une autorisation de mise sur le marché qui est basée sur des dossiers scientifiques. C'est des experts en fait qui se réunissent. Ils sont 25 à peu près à se réunir et ils donnent les autorisations. Mais j'ai l'impression que la question portait plus sur le contrôle des pubs affichées. Si on te vante des mérites, est-ce qu'il y a un contrôle là-dessus? Parce que l'autorisation de mise sur le marché, on est à peu près conscient. Par contre, tout ce qui est vendu, c'est plus difficile de mettre un filtre. Qu'est-ce qui est mensonger? Qu'est-ce qui est abusif? Qu'est-ce qui est exagéré? Alors nous, en alimentaire, ce qu'on appelle l'étiquetage. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des choses sur les étiquettes qui sont totalement illisibles pour le commun des mortels et qui est de plus en plus difficile à écrire. Alors sur un étiquetage classique de l'alimentaire, on met les quantités de produits qu'il y a dans l'aliment en ordre décroissant, c'est-à-dire le plus grosse quantité. Et souvent, on ne met pas ce qu'il y a en dessous de 1%. Je crois que c'est 0,9% actuellement la réglementation. Si vous avez 0,9% d'OGM, par exemple, il n'y aura pas marqué OGM. Voilà. En publicité, c'est la même chose. Ils n'auront pas le droit de dire que leur produit est actif s'il ne l'est pas. Après, l'activité, elle peut être très faible. Vous avez des beaux yaourts, par exemple, qui sont vendus assez cher, qui n'ont pas plus d'activité qu'un yaourt normal, puisque c'est à peu près des bactéries qui sont cousines. Hein, qui vont... Mais la publicité, ça aide bien pour vendre un peu plus cher. Voilà. Après, il y a le goût, hein, il y a les problèmes de goût qui sont quand même importants en consommation. Moi, quand je parle de qualité, jusqu'à présent, je crois que j'ai parlé de qualité sanitaire. Hein. Après, il y a les goûts et les couleurs, ça c'est très difficile. Hein. Il n'y a pas de... On fait des panels de dégustateurs. Là. Si vous faites un panel avec des Africains, des Asiatiques ou des Français, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et même très éloignés. Quoi. Donc il faut qu'on... Si on cible des enfants, il faut avoir des panels d'enfants. Si on cible des adultes, des panels d'adultes, parce que les goûts vont changer de toute façon au cours du temps. Et l'alimentaire joue beaucoup là-dessus. Par exemple, dans les pays en développement, ils adorent le sucre, ils vont mettre plus de sucre. Coca-Cola est plus sucré en Afrique qu'en France, par exemple. Et donc, ça leur permet de vendre du sucre au prix du Coca-Cola, ce qui n'est pas négligeable. Il y a plein de trafics comme ça qui se font en alimentaire, qui ne présentent pas de danger, mais qui servent à vendre de l'eau, par exemple, sur le jambon. Vous avez vu les jambons sans polyphosphate. En fait, le polyphosphate, c'est juste une molécule qui est sans danger, mais qui va agripper l'eau et qui va donner du poids à votre jambon. Quoi. Donc, plus vous avez de polyphosphate, plus vous achetez de l'eau au prix du jambon. Donc, autant acheter du jambon sans polyphosphate, moins vous payez le jambon au prix du jambon. Quoi. Voilà. Sinon, ça n'a pas de danger, c'est du commerce pur. Dans les produits surgelés, ils vont s'amuser à essayer de mettre le plus d'eau possible sur le produit surgelé parce qu'ils vous vendent de l'eau au prix de la viande. Et ce n'est pas négligeable hein, sur une industrie. Ça. Si on vous vend 1% d'eau, ça fait 1% de bénéfice direct. Hein. L'eau, c'est pas cher. Hein. Voilà, ça, c'est des ruses de l'alimentaire qui se font couramment. Alors, c'est à la limite de ce qu'on appelle la fraude, hein, qui est interdite par la loi. Mais bon, il y a des tolérances, quoi. La fraude, c'est quand vous mélangez deux produits, un cher et un pas cher, pour vendre au prix du cher. Dans les huiles, ça se faisait beaucoup. Dans le miel, ça se faisait beaucoup. Voilà. Vous avez des produits d'appellation, par exemple, qui sont chers, qui rapportent plus. Et la tendance, ça serait d'acheter des produits les mêmes et puis les mélanger. Alors, jusqu'à il y a quelques années, c'était difficile à analyser. Maintenant, on a des moyens analytiques qui permettent de le voir assez vite. Ça devient difficile de frauder. Il faut avoir un petit peu d'éducation pour frauder maintenant sans se faire ramasser. Quoi. Voilà. Mais il y en a toujours qui tentent. Hein. Il y a la répression des fraudes, par exemple, qui s'occupe que de ça. Et ils ont du travail. Hein. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est pas simplement une action des groupes agroalimentaires pour promouvoir la pub, le gluten, le bio, etc. Ah non, non. Enfin, les groupes alimentaires, leur objectif, c'est de vendre. Hein. C'est comme les autres groupes. Hein. Alors, plus ils sont gros, plus ils vont essayer d'être sérieux. Puisque si un gros, il fait un truc pas bien, tout le monde va le savoir et ça va lui coûter très cher. Je dirais que c'est dans les petits et les petits moyens où on va trouver le plus d'erreurs. Chez les gros, il n'y a quasiment pas d'erreur. Hein. Ça serait trop coûteux. Le moindre accident sanitaire ou la moindre publicité négative, ça se chiffre en centaines de millions d'euros. Quoi.
Donc ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Je ne voulais pas parler d'erreur, mais simplement vous nous avez expliqué depuis tout à l'heure que si on mangeait sainement, on avait, surtout en Europe, on n'avait pas de risque de bactéries, on n'avait pas de risque de ceci, de cela. Un petit peu. Donc, à quoi bon ces nouvelles modes? Lesquelles de mode anti-gluten, par exemple? Oui. Ah, mais ça, c'est une mode médiatique. Hein, Oui. Bon, il vous dirait, vous faites la course à pied et la natation. Qui est pareil. derrière ça? Oh, je ne sais pas. Ça ne va pas créer grand-chose. Hein, c'est les mêmes qui vont vous fabriquer avec du gluten et sans gluten. Hein, ça va pas... Commercialement, ça ne va pas les déranger. Hein. Ouais, c'est pareil. Hein, je veux dire, une fois que l'industrie a le procédé qui remplace par une protéine de blé qui mettent, je ne sais pas moi, du maïs, ça va faire pareil en termes alimentaires. En termes technologiques, ça va être différent, hein, puisque les protéines de maïs ne gonflent pas, donc ça ne fera pas du pain. Mais sinon, ça se fait assez facilement. Hein. Vous pouvez acheter des protéines pures hein, dans le commerce maintenant. Alors, vous pouvez formuler comme vous voulez. Quoi. Par équité pour l'autre salle, parce qu'il y a plein de gens qui t'écoutent de l'extérieur avec une rétrodiffusion, je vais maintenant mettre le micro dans l'autre salle. Et après, je reviendrai pour vous. Vous avez compris que vous n'avez plus le droit. Hein. J'ai mis un carreau. Alors, qui veut la première question? J'espère que je vais l'entendre. Merci pour la salle. Oui, d'où vient cette valeur de seuil de 0,9% qui s'adapte à n'importe quel additif, quelle que soit sa nature ou sa toxicité potentielle? On compare des OGM avec des produits chimiques et toujours c'est 0,9% qui est le seuil de déclaration ou d'affichage. Ah, c'est une belle question, ça. Sur les OGM, pendant longtemps, on était incapable de le mesurer en dessous. Donc on s'était fixé 0,9%, mais ça aurait pu être 1%. Pour tout le reste, je pense que c'est un problème d'étiquetage, essentiellement. Des fois, il y a tellement de choses que ça ne pourrait pas rentrer sur la boîte. Hein. Donc ils se sont fixés cette limite. Là. Alors, en alimentaire, il n'y a jamais de produits toxiques qui sont vendus. Hein. Quand on dit en dessous de 0,9%, ce n'est pas des produits toxiques. Hein. Ça peut être du sel, par exemple, du poivre, des aromates, des choses. Ça on ne le marque pas sur l'emballage. On le met que si on a envie de s'en servir comme argument commercial. Quoi. Voilà. Non, je pense que c'est purement pratique. Hein. Parce qu'on sait l'analyser. Enfin, actuellement, on pourrait l'analyser. Il y a quelques années, on aurait eu du mal quoi, à analyser, par exemple, des mélanges de végétaux aromatiques. On aurait eu du mal. Maintenant, c'est faisable d'analyser. Bon, je ne sais pas si ça apporterait grand-chose de descendre en dessous. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Peut-être ça viendra un jour, parce qu'il y a la pression des consommateurs qui aiment bien tout savoir. C'est illisible, mais bon, les associations de consommateurs, en général, on pousse au maximum d'informations. Si ça vous intéresse, vous allez voir une association de consommateurs, vous leur dites, moi, ça m'intéresse d'avoir ça. Après, qu'est-ce que ça va apporter pour le consommateur? Rien. De savoir qu'un produit salé est salé, ou sucré, je ne sais pas. Là, il faut voir, c'est de l'étiquetage. Sur l'étiquetage, ça change tout le temps, les normes. Là, on est sur des normes européennes, donc on fait avec les normes européennes. Il y a déjà beaucoup de choses, parce que là, la dernière mode, ça a été de mettre les allergènes principaux. Il y en a 12 qui ont été classés, donc dès que vous allez utiliser une cacahuète dans une usine, dès que l'usine, il y a eu une cacahuète, il va falloir marquer sur tous les emballages qui sont passés dans l'usine et tous les produits alimentaires qu'il y a un risque d'allergie à la cacahuète. Quoi. Donc, vous vous trouvez avec des étiquettes qui font plus peur que ce qu'elles informent. Après, c'est vrai que les quelques allergiques graves à la cacahuète, ils sont contents de savoir qu'il peut y en avoir. Donc, à un moment, il faut mettre des limites. Quoi. Voilà, si vous êtes sur un plat cuisiné, ça peut être compliqué l'étiquetage. On a aussi un truc fabuleux là, qui est arrivé en 2005 dans le règlement européen. C'était un texte qui disait qu'il fallait que le consommateur soit informé sur la façon d'utiliser l'aliment. Bon, c'est génial parce que vous avez du coup passé 10 minutes au micro-ondes, passé 3 minutes au four. Ça apporte vachement pour les cuisinières. Ça. Bon, pour les jeunes, je comprends, mais après... Ouais. C'est juste parce qu'il y a une réglementation qui a dit qu'il fallait le marquer. Alors, est-ce que c'est important, pas important? J'en sais rien. Moi, ça m'aide beaucoup quand je suis tout seul à la maison. Mais... Après, comme micro-ondes, je crois que vous y arrivez tous à peu près. Là.
Et ça fait partie des trucs où dans quelques années, on aura baissez-vous la tête pour entrer dans votre voiture, sinon vous allez vous cogner, quoi. C'est le même niveau, hein. Ça, si on fait travailler que le consommateur, on va arriver à ça. Une autre question, s'il vous plaît. Oui, j'ai lu récemment que les autorisations de mise sur le marché de produits dangereux, je pense aux pesticides en particulier, ne seraient plus délivrées par le ministère de l'Agriculture, mais par l'ANSES, justement. Donc ma question précise est, est-ce que c'est de nature à améliorer les choses, c'est-à-dire à laisser plus d'indépendance aux scientifiques, parce qu'on sait qu'évidemment, le ministère de l'Agriculture est copain avec certains grands groupes alimentaires. C'est-à-dire que je ne me base pas spécialement sur l'émission d'Élise Lucet qui a fait grand bruit là, la semaine dernière, mais il y a quand même des pesticides très dangereux qui continuent à être utilisés et le ministère de l'Agriculture, enfin en tout cas c'est les déclarations de M. Le Foll, sont extrêmement réticents à les supprimer alors que leur dangerosité n'est plus approuvée. Merci. Oui, voilà, la dangerosité à la télé, il faut faire attention, hein, parce que c'est loin d'être des experts. Et puis, alors, si vous voulez avoir la dangerosité des molécules, elles sont toutes publiées sur Internet, ce qu'on appelle des fiches de sécurité, vous pouvez les trouver toutes. Alors pour moi, c'est un problème que ce soit l'ANSES qui décide d'autorisation ou pas d'autorisation, parce que jusqu'à présent, l'Agence nationale était faite pour contrôler et pour donner des avis. Et un scientifique, ça peut que donner des avis. Et c'est aux politiques de prendre des décisions. Alors ça, c'est une fuite des politiques, hein. On voit le niveau actuellement de la politique. Là aussi, c'est une baisse très grave de la prise de responsabilité de nos politiques, qui normalement sont élus par nous, hein. Et donc, c'est à eux de prendre des décisions de retrait du marché, même s'ils sont incompétents. Au ministère de l'Agriculture, il y a plein de gens compétents. Normalement, les experts doivent donner de l'information aux politiques pour qu'ils puissent décider. Ça, c'est la règle universelle de la sûreté sanitaire, c'est ce que j'enseigne. Et malheureusement, en France, on dérape un peu actuellement, mais ça ne va pas changer grand-chose non plus, parce que c'est quand même l'ANSES qui fait les études scientifiques et d'expertise. Mais donner à une agence nationale le droit de décider, ça, c'est anti-politique. C'est une erreur grave de l'État français, mais on n'est plus à une erreur près actuellement. Et je rebondis sur ta réponse. Je pense qu'effectivement, on est dans une situation où si on demande aux scientifiques, ils vont mettre le parapluie et ils vont toujours dire oui, le risque zéro n'existe pas. Et la vraie analyse, c'est bénéfice-risque. Mais il n'y a plus personne qui veut la faire. Ah ben oui. Et donc, ce qui fait l'analyse bénéfice-risque aujourd'hui? Personne. Oui. D'ailleurs, le monsieur tout à l'heure qui a posé sa question parlait des pressions des industriels sur le politique. Alors ça existe vraiment, hein, parce qu'il y a même des sociétés de pression qui font que ça à Bruxelles, hein, qui passent leur temps à essayer de favoriser leurs produits par rapport aux autres. Hein. C'est très, très courant. Hein. Moi, j'en reçois de temps en temps des coups de fil comme ça, hein, pour essayer d'influencer des décisions d'expertise ou des aides à l'expertise, on va dire. Ça se fait. Ça se paye d'ailleurs. Hein. On fait ou on ne fait pas. Hein. Moi, je leur ai dit, ça dépend du prix que vous mettez. Hein. Voilà. Et des fois, on peut avoir des avis différents quand la somme monte. Alors, normalement, au prix où ils nous payent, ça ne se fait pas. Parce qu'on est très, très mal payé, puisque un expert national en sûreté sanitaire n'a pas le droit d'être payé de par la loi européenne. On est juste indemnisé sur le voyage, les repas et les per diem, ce qu'on appelle les per diem. On n'a pas le droit d'être payé, ce qui est très différent dans le médicament, il faut imaginer, où les sommes ne sont pas les mêmes. L'expertise n'est pas la même non plus. Hein. En alimentaire, on a interdit les dangers. En médicament, on autorise des molécules chères. Donc, vous pouvez comprendre que l'expertise n'est pas tout à fait la même et les influences ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc le lobby, ça existe, hein, et puis c'est de plus en plus, quoi. Ils sont chez les députés, ils sont chez les députés européens, ça se fait couramment, quoi. Il y a des gens qui sont payés pour ça, hein, pour le faire. Donc il y a des influences. Hein. Après, nous, en sanitaire, autoriser sur le marché un truc qui est dangereux, ça nous ferait mal au cœur, quand même. Parce que vous ne savez pas sur qui ça peut tomber, quoi. Voilà. En Afrique, ça ne les dérange pas, ça. Ils mettent une amende et ils remettent le produit sur le marché. Ça ne gêne pas. Ici, ça ne se ferait pas. Enfin, les quelques personnes que je connais, c'est-à-dire beaucoup dans le domaine, ils ne le feront pas. Parce qu'avoir un intérêt à intoxiquer les gens, ça ne se fait pas trop, quoi. Enfin, on ne peut pas trop voir le bénéfice. Un médicament que vous mettez sur le marché, ça vaut le coup, par contre. Ça se chiffre en milliards. Hein. Voilà. Donc c'est la grande différence avec le médicament et l'alimentaire.
Oui, bonsoir. Que penser des fruits et légumes espagnols qui envahissent tous nos marchés et qui sont beaucoup moins chers que les produits français? Sont-ils avec plus de pesticides ou pas que les Français? Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont plus de pesticides. Normalement, ils sont obligés de respecter les mêmes règles que nous, parce qu'il n'y a qu'une réglementation européenne. Ce qu'on a vu il y a quelques années, ça c'est sûr, c'est qu'ils étaient assez doués pour nous faire avaler des choses. La grosse spécialité des Espagnols du Sud, là, du côté de Valence, c'était de changer de pesticides souvent pour qu'on ne puisse pas les retrouver au niveau analytique. Bon, sauf qu'ils sont devenus tellement spécialistes que tout le monde le sait, quoi. Donc, ils ont été obligés de changer un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette région, là, autour de Valence, là, où il y a des serres à perte de vue. Là. Or, les serres, l'avantage que ça a, c'est que ça permet de mettre moins de pesticides, parce qu'il y a moins d'attaques d'insectes. Il n'y a pas d'herbe non plus qui pousse, donc normalement il devrait y avoir moins de pesticides. Après, pourquoi ça vient d'Espagne? Parce qu'en Espagne, ils ont un climat qui est quand même plus favorable que le nôtre en hiver et que le consommateur, lui, il est demandeur de fruits et légumes toute l'année. Voilà. Ça vient de Turquie aussi beaucoup. Afrique du Nord, là on a beaucoup de fruits qui viennent d'Afrique du Nord. Hein. Tous les agrumes là, que vous mangez, là, souvent viennent d'Afrique du Nord. Voilà. Ben, ça dépend. Normalement, ils doivent respecter les normes européennes. Après, sur les fruits et légumes, c'est vrai que ça dépasse un petit peu souvent, quoi. Mais à des quantités qui ne sont pas quand même dangereuses. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'abus des fois, quoi. Si on faisait une analyse, là, je pense qu'on aurait 50% des produits qui dépasseraient un petit peu la norme européenne. Et ce qui n'est pas très dangereux, mais ça revient à la question qu'on se posait tout à l'heure sur les traces de produits, quoi. Jusqu'à combien il faut en prendre pour être malade, ça, je ne sais pas répondre. Mais il y en a qui essayent évidemment de trafiquer parce que voilà, vous êtes moins embêté quand vous utilisez du chimique que quand vous n'en utilisez pas. Mais normalement, ça doit respecter les normes. Voilà, ça devrait. Mais c'est contrôlé quand même. Hein. Il n'y a pas assez de contrôleurs, mais c'est contrôlé. Je ne sais pas qui... Je voulais savoir si on pouvait prouver qu'une viande venait d'un embryon cloné. Ah, clone. Oula, ça c'est... je pense pas. Techniquement, non. Ouais, il n'y en a pas de toute façon. Actuellement, les clones animaux qui ont été produits là, sont limite de la viabilité, quoi. Ils ont un peu de mal à les reproduire. Qu'est-ce qu'ils en font? Il y a des gens qui achètent des embryons. Ah, sur les taureaux, les chevaux, les trucs comme ça. Ouais. Un cloné, à mon avis, on ne peut pas le voir, hein, parce que c'est exactement le même génome que son parent. Il faudrait analyser le parent et voir s'il y a le même. Ouais. C'est faisable, hein. Mais bon. Non. Non. En termes génétiques, c'est le même. Le problème, c'est le même, sauf qu'il est moins viable. Donc, je ne sais pas. Il ne doit pas être tout à fait le même. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Hein. On avait fait un rapport, là, à l'ANSES, là-dessus. On n'a pas beaucoup de recul. Alors, le clonage par rapport au génétiquement modifié, c'est que le clonage, c'est quand on le fait sur la même espèce. Si vous faites un soja croisé génétiquement par la même technique que l'OGM, si vous croisez un soja avec un soja, ce n'est pas un OGM. Si vous mettez un bout de bactérie sur un soja, ça devient un OGM. Parce qu'en termes de manipulation, exactement la même chose. Hein. Ça, c'est pas un problème. De la salle de derrière, là, une petite question. Je change de sujet. Il semblerait qu'on fasse une reculade au niveau des emballages. Là. En ce moment, la mode revient. On va chercher ses pâtes dans son sachet, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de l'hygiène là? Parce qu'on nous a bassinés sur l'hygiène pendant 50 ans. Et puis là, on revient... voilà. Moi, j'ai connu les pots de yaourt consignés, les bouteilles de vin consignées, tout ça. Est-ce qu'on va y revenir, là? Oh, peut-être pas jusque-là, mais on ne sait pas avec Ségolène ce qui peut arriver, là. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes sanitaires, on fait un recul, ça c'est sûr. On fait un recul de 15-20 ans, là. Est-ce qu'il y aura des dangers? J'en sais rien. Sûrement. Mais c'est sûr qu'on recule. Après, c'est un problème d'environnement, là, qui est traité. On ferait mieux d'inventer des méthodes de recyclage un peu plus poussées sur certains produits. Parce que les pots de yaourt, avant de les enlever, ça va être compliqué.
Je me vois mal aller chercher vos yaourts avec une bouteille d'eau ou je ne sais pas quoi, là, mais ils en sont capables. Hein. Acheter du poisson, par exemple, dans un panier, ça va pas être facile, hein. Mais bon, ils sont capables de tout, là. De toute façon, ils vont arrêter le plastique, mais vous aurez le droit d'acheter quand même des sachets plastiques. Hein. Ça ne sera pas interdit à la vente. Hein. Donc on va voir, en termes d'environnement, dans des pays où on est capable de recycler, ça ne va pas être un effet bœuf. Dans les pays les plus pauvres où ils ne recyclent rien, ça devrait être important. Chez nous, ouais, c'est un retour en arrière. Ouais. Mais bon, on n'est plus à ça près. Hein. Vous savez, il y a des gens qui réinventent tout, hein, et à la télévision, quoi. Là, voilà. Et les technologies alimentaires qui existent ont toutes été créées pour améliorer les produits. Après, le problème, c'est qu'on confond souvent le commerce avec la technologie, quoi. Les technologies, il n'y en a pas 50. Hein. Vous avez la pasteurisation, stérilisation, le froid, ou le séchage. Hein. C'est à peu près tout ce qui existe en termes... Après, il y a plusieurs différentes techniques à l'intérieur des techniques, mais ça ne va pas très loin. Hein. Et l'emballage, évidemment, est une des techniques de protection qui peut être bien faite ou mal faite, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des gars qui ne savent pas trop bien emballer. Et les emballages sont devenus très sophistiqués au cours du temps. On a des emballages maintenant qui sont actifs, donc qui peuvent, je sais pas, capter l'oxygène, vous donner la température. Ça peut être utile dans certains cas, quoi. Il y en a même qui pourraient être antibiotiques. On a des frigos antibiotiques maintenant qui existent. Donc, enfin, qui ont des propriétés antibactériennes. Ce n'est pas des antibiotiques médicaments. Et tout ça commence à exister. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, sûrement. Ça servira sûrement à rien, mais c'est bien. C'est difficile de dire. Là. Comment on va revenir en arrière? Avec les pensées actuelles du consommateur, on pourrait revenir en arrière. Mais bon, nous, ça nous fait du travail. Hein. Allez, une autre question dans la salle, derrière. Bonsoir. Que pensez-vous des études du professeur Jean Seignalé? Alors, dites-moi lesquelles vous voulez d'études. C'est sur le lait, ça? Le gluten, pas de laitage, ouais. Pas de gluten, la cuisson, pas plus de 110 degrés, ouais. Contre le micro-ondes. Oui, bon, ce monsieur, il a classifié plusieurs maladies, ouais. Maladies d'encrassage, etc. Alors, il faut faire attention à ces livres de médecins parce qu'ils raisonnent médecine. La médecine, ce n'est pas l'alimentaire. Donc, il faut faire attention à l'interprétation que font les consommateurs de ce genre de lecture. Parce qu'effectivement, ce que vous citez peut conduire à certaines maladies chez certaines personnes, mais peuvent être un bien-être pour plein d'autres. Le lait, par exemple, on sait que pour les personnes âgées et les plus jeunes, c'est indispensable pour un problème de calcium, tout simplement. Et par contre, dans une population d'un certain âge, mais pas trop vieux ni trop jeune, ça n'a pas une importance capitale. Après, lui, ce qu'il a relié, c'est la consommation de produits laitiers à certaines maladies de style arthrose ou des choses comme ça. Je n'ai jamais lu son livre, mais on entend parler à chaque fois. Je vais finir par le connaître mieux que lui. Et le problème de l'arthrose, c'est que ce n'est pas une maladie qui est due au lait. Hein. C'est une maladie qui est due à des réponses de votre corps à différentes agressions. C'est des gens qui simplifient beaucoup les choses. Enfin, surtout les gens qui lisent ces livres. Souvent, c'est des gens qui ont des problèmes et qui retrouvent dans ce genre de lecture leurs problèmes et qui l'interprètent comme ils peuvent. Et c'est vrai que c'est très facile dans le médical de retrouver, hein, à partir d'un certain âge, je dis, vous avez des douleurs, c'est du au lait, quoi. Si j'ai un doctorat, vous dites, celui-là, il a raison. Ça ne marche pas aussi simplement que ça. Voilà. Donc il ne faut pas confondre des maladies avec de la nutrition. Voilà, le gluten, par exemple, ça va toucher une certaine part de la population qui est très faible, qui peuvent être très très malades. Par contre, ceux qui ne sont pas allergiques et encore moins intolérants, ça leur fera de la nourriture. Ils se porteront très bien. Et la population française se porte très bien en mangeant du gluten. Hein. On n'a jamais vu de cas problématiques sur le gluten, hein, à part les malades cœliaques là, qui eux peuvent en mourir. Mais c'est des allergiques forts, quoi. Alors, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a de très bons rapports sur le site de l'ANSES qui sont totalement illisibles si vous n'avez pas fait quelques années de formation en biologie. Mais vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que ce genre de livre. Sur les livres, en général, on simplifie pour que ça soit lisible. Mais la science, ce n'est pas aussi simple que ça. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Hein.
Moi, j'avais une question sur la polémique qu'il y a eu autour de Findus et la viande de porc qui avait été remplacée par la viande de cheval des pays scandinaves. Alors, est-ce qu'il y avait un réel problème sanitaire parce que derrière, il n'y a pas forcément eu de malades ou quoi que ce soit? Et comment c'est possible encore aujourd'hui d'avoir de telles disparités entre ce qui est annoncé sur des grands groupes comme ça? Ouais. Vous savez que c'est parti de chez nous, ça. C'était à Carcassonne, hein. C'était le groupe du rugbyman. C'est chez Spanghero que ça s'est passé, ouais, au départ. Hein. Parce qu'après, on s'est aperçu qu'il y en avait partout, quoi. L'Europe a été envahie de ce genre de produits. Alors, manger du cheval à la place du porc, ça, c'est plutôt bien pour les musulmans, quoi. Mais sinon, ça n'a aucun effet sanitaire. Hein. Après, ça dépend de l'état du cheval. Hein. S'il est à moitié crevard, bon. Voilà. Comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup qui font des conneries, mais il y en a quelques-uns. Alors, si c'est un bon cheval, il n'y a aucun effet. Alors, le problème de cette affaire, c'est que dans les pays anglo-saxons, ils ne mangent pas les chevaux. Mais ils ne mangent vraiment pas les chevaux, quoi. Si vous leur dites, on va manger des raviolis avec du cheval, ça les rend malades. Et moi, j'ai subi ça plusieurs fois en allant chez eux en congrès, mais c'est impressionnant. Chez nous, ça a été une affaire commerciale. Bon, y a des mecs qui ont été en prison, il y a une entreprise qui a coulé, ok. Mais pas plus, quoi. On n'a jamais fait des congrès là-dessus. En Angleterre, là, mais c'est un traumatisme national, quoi. Il y a toujours au moins 2 heures dans un congrès qui est lié à cette fraude-là. Alors, ce qu'on appelle une fraude, hein, c'est une fraude commerciale chez nous. Chez eux, c'est devenu un problème psychologique énorme, hein, comme le gluten chez nous, quoi. Et c'est marrant, mais c'est comme ça, quoi. Ils ont le droit de ne pas manger de cheval. Voilà. Et c'est purement psychologique, ça. Et c'est énorme dans le nord de l'Europe, et chez nous, c'est une affaire juridique, quoi, qui suit son cours encore. Ça fait du mal, hein, quand même. Après, le cheval, ça dépend où il vient. Après, c'est vrai qu'on a vu des filières qui étaient un peu limites, mais bon, les Roumains sont des Européens, et les mecs qui ont été attaqués à l'époque en Roumanie, là, ils ont râlé un petit peu, hein, parce qu'ils n'étaient pas pires que les margoulins de chez Spanghero. Hein. Donc, faut voir. Ouais. Ah oui, c'est complètement l'inverse qu'en Angleterre. Ouais. Ouais, c'est 2 pays voisins qui ne raisonnent pas du tout pareil sur une fraude. Mais par contre, la règle est la même. Hein. On n'a pas le droit de frauder en Europe. Là, il n'y avait aucun danger sanitaire. Hein. Elle était d'acheter des chevaux pas chers dans les pays pas chers. Oh, c'est un problème de sous, hein. C'est direct. Hein. Ouais, les chevaux ils sont moins chers en Roumanie qu'en Angleterre. Hein. Ça, vous avez compris pourquoi. Voilà. Ça, c'est de la fraude. Hein. C'est interdit formellement par l'Union européenne. Hein. Voilà, ça se fait. Mais c'est sanctionné fortement. Hein. L'entreprise a fermé très rapidement. D'ailleurs, c'est Spanghero qui n'était plus le propriétaire de l'entreprise qui l'a racheté pour sauver son nom. Hein. Ouais. Ah, ça, la psychologie du consommateur, c'est quelque chose. Hein. Oui, je voudrais revenir sur le lait. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que de boire du lait, c'est bon pour la santé? Enfin, on a bu du lait. Est-ce qu'on connaît la façon dont sont élevées les vaches? Ah oui, ça on connaît bien. Oui. Et ce qu'elles ingurgitent comme antibiotiques? Est-ce que c'est toujours bon aujourd'hui de boire du lait? Alors vous me posez plein de questions. Là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans les animaux en Europe, on ne donne plus d'antibiotiques dans l'alimentation depuis 2005. Hein, que ce soit dans le bio ou dans le traditionnel, on donne des antibiotiques que quand l'animal est malade. Donc, alors l'animal malade, on n'a pas le droit de le vendre normalement. Il y a peut-être des bandits. Hein. Bon, moi, je vous parle de ce qui est normalement ce qu'ils devraient faire. Hein. Après, les bandits, c'est pas mon métier. Voilà. Après, le lait, est-ce que c'est bon pour la santé? Je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi. C'est bon pour les gens qui ont besoin de calcium, donc les petits et les personnes âgées. Entre les deux, ça apporte rien, hein, à part faire des gâteaux ou se faire plaisir, hein, manger des yaourts ou du fromage. Parce que là, c'est à peu près les mêmes produits, tout ça. Il y en a qui sont fermentés, il y en a qui ne sont pas fermentés. Le monsieur tout à l'heure parlait de bactéries lactiques. Là, dans les yaourts, ça c'est plutôt bien. Donc manger du lait, c'est plus un plaisir. Ça n'apporte pas grand-chose. Les matières grasses de lait ne sont pas des matières grasses très intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Hein. C'est très basique, c'est très saturé, c'est pas intéressant. Il vaut mieux manger du végétal, si vous voulez, hein, d'un point de vue purement nutritionnel. Hein. Après, les Bretons ne meurent pas plus que nous. Il y avait cette histoire de régime méditerranéen, vous savez, là. On avait tracé un trait à un moment donné, mais le trait, là, maintenant, il est comme ça. Hein, parce qu'il y a des camions qui circulent, et donc ça ne marche plus. Voilà. Donc, le lait, le beurre, tout ça, ce n'est pas des produits à conseiller d'un point de vue nutritionnel.
Après, ça ne va pas tuer quelqu'un. Hein. Voilà. Je vois que le temps passe. On va prendre encore une question dans chaque salle. Et puis ensuite, tu iras dédicacer tes livres. Ah oui. Voilà. N'hésitez pas, hein, surtout, là, parce que je vis que de ça. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous faites un distinguo entre le lait de vache et le lait de soja ou de brebis? Parce que c'est là où il y a une controverse. Ah oui, oui. Ben, c'est le même problème que le gluten. C'est-à-dire que c'est toujours ces allergies aux protéines. C'est toujours la protéine qui crée l'allergie chez l'être humain. Donc, tous les produits qui contiennent des protéines peuvent être allergiques pour des gens. Alors, quelqu'un qui serait allergique au lait de vache, on va lui faire boire du lait de brebis. Et si la personne est allergique au lait de brebis et au lait de vache, on va lui faire boire du lait de soja. Alors, le lait de soja, c'est une plante. Le soja, c'est une composition qui est la composition d'une plante, c'est-à-dire des matières grasses de plantes, c'est-à-dire plus insaturées, donc à la limite meilleure. Dans le soja, il y a beaucoup de protéines aussi qui sont moins assimilables que les protéines animales, mais qui sont bien aussi. Dans le soja, il y a aussi ce qu'on appelle les antinutritionnels, c'est-à-dire des composés qui ont une capacité à capter des métaux. Donc voilà, quoi. Après, ça va dépendre du type de gens. Alors, il peut y en avoir chez certaines personnes, hein, mais que ça soit l'un ou l'autre. Pas le soja, par contre. Le soja ne pourra pas provoquer, parce que ça va être lié... Ah, mais les généralités de la télévision, moi, j'en ai tous les jours. Hein. Vous inquiétez pas. Ouais. Ah oui, ils sont simplistes, des fois. Alors, une question ici, et puis après, je passe non, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Mais sinon, que vous preniez du lait de chèvre ou du lait de vache, vous allez avoir une composition qui est relativement similaire. Si vous voulez avoir une composition vraiment différente, il faudrait prendre du lait de chamel, qui est quand même beaucoup plus intéressant, mais vous ne le trouverez pas dans le commerce. Après, c'est des laits qui sont similaires. La différence, c'est la réponse allergique qui n'est pas la même. Donc, et des allergiques au lait de vache, il y en a quand même pas mal. Bon, et puis, il y a cette intolérance au lactose dont je parlais tout à l'heure, mais le lactose, vous allez retrouver à la fois dans les deux laits, sauf dans le lait de soja, qui n'en contient pas. Voilà. Donc après, ça va dépendre des personnes. Voilà, il faut se tester. Là. Si vous ne mourrez pas, vous pouvez tester. Et si vous allez voir un nutritionniste, il pourra tester un peu plus scientifiquement ce genre de choses. Mais on ne peut pas généraliser, dire que le lait de vache est meilleur que le lait de chèvre. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut totalement rien dire. Voilà. Et dire que le lait de soja est meilleur que le lait de vache, c'est deux produits qui sont complètement différents d'un point de vue nutritionnel. Et donc, on ne peut pas les comparer, quoi. Ça va dépendre vraiment de ce dont vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Voilà. Mais ça ne se compare pas. Les aliments, c'est très compliqué à comparer. Il y a des tables de comparaison, mais c'est illisible. Hein. Juste une question pour clôturer sur l'évolution. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de notre alimentation, puisqu'on a parlé des légumes de Tunisie, des chevaux de Roumanie, des fruits du Kenya, donc avec des réglementations qui ne sont pas internationales, donc européennes. Est-ce qu'il faut consommer français pour sauver en plus notre agriculture ou comment est-ce que vous voyez l'évolution de notre alimentation? Alors là, ce n'est pas une question facile. Hein. Là, en ce moment, il y a les circuits courts qui sont très promus par les pouvoirs politiques, hein, avec des avantages qui ne sont pas si évidents que ça. J'ai eu une conférence la semaine dernière d'un spécialiste des circuits courts. Ce n'est pas notable sur la consommation de carbone en termes d'environnement. Parce que plus le camion est gros, plus le cargo est gros, moins il va consommer par rapport à une petite camionnette. Quoi. Voilà, c'est pour vous simplifier. Quand on fait les calculs, ce n'est pas aussi évident que ça. Le circuit court, nous, ce qu'on ne peut pas faire, c'est assurer la sûreté. Hein. Si vous avez un gars qui met beaucoup de pesticides, que vous achetez directement chez lui, vous mangez du pesticide. Alors ça, rassurez-vous, ils doivent respecter les mêmes utilisations de pesticides, qu'ils soient en circuit court ou circuit long, et ils seront contrôlés pareil. Ils ont les chances d'avoir un inspecteur qui sera le même inspecteur et qui va vérifier les mêmes valeurs. Donc normalement, ça se passe bien. Ce qu'on observe en circuit court, c'est qu'il y a une confiance qui se crée entre le producteur et le consommateur. Donc quand on a confiance, on a tendance à revenir, et si on n'a pas confiance, on ne revient pas. Donc celui qui va faire ce genre de circuit a intérêt à faire de la confiance. Donc s'il ne fait pas de la confiance, il est mort. Hein. Voilà. Alors qu'en circuit international, le consommateur, il subit. Hein. Voilà, vous ne savez pas qui a produit le produit. Hein. Si on dit Danone, par exemple, ça peut être Danone partout sur la planète. Voilà.
Alors, le futur, j'en sais rien du tout. Là, on est parti dans la psychose pendant un moment. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, parce qu'on a des phases comme ça chez le consommateur. On a eu la phase où on avait faim, la phase où on avait peur, la phase où on voulait de la qualité. Maintenant, on est dans la phase psychologique. On est dans une phase qui n'est pas du tout scientifique actuellement, qui est basée sur les médias, l'information, la compréhension. Et on n'est pas prêt d'en sortir. Parce que on va mal se sortir d'Internet tout de suite. Donc je pense qu'on va continuer sur ce type d'information pendant un moment, quoi. Et le style, on ne va pas utiliser l'huile pour faire de l'énergie de moteur, parce que l'huile, ça se mange, quoi. Alors que souvent, les gens plantent des graines que pour faire du moteur. Mais bon. C'est le genre de trucs qu'on a actuellement, qui ne sont pas basés sur des résultats scientifiques. Souvent, quand on fait de la science, on arrive à des résultats qui s'opposent. Donc voilà, ça va être compliqué, longtemps. Après, ça ne change rien. Les industriels sont obligés de vous fournir des produits sains. Les petits commerçants sont obligés de vous fournir des produits sains. Ça, c'est la loi. Donc, le problème, c'est est-ce que l'État va réduire le nombre de contrôleurs, quoi. Parce que là, actuellement, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, s'il n'y avait pas de contrôleurs, c'est comme s'il n'y avait pas de police, quoi. On peut arriver à des dérives qui peuvent être dangereuses, hein, quelquefois. Voilà. Et ça, c'est pas prévisible. Pardon, en parlant de l'alimentation du futur... C'est qui parle là? Pardon, voilà, dans notre salle. Ah, c'est l'autre salle, ouais, voilà. C'est pour ça que je ne voyais pas le micro. Là. En parlant d'alimentation du futur, est-il possible un jour de faire le steak sous culture? Ouais. J'ai vu avec une cellule, on pouvait créer un steak actuellement. D'autre part, l'alimentation par les insectes. Et pourquoi pas une pilule? Oui. Alors le steak synthétique, il a été créé par des Hollandais, là, par un institut hollandais. Il coûte 300 000 € le steak. Donc là, on n'est pas encore à un système commercial. Ce n'est pas aberrant de le faire, hein. Si on veut limiter vraiment les pesticides, à un moment donné, on va passer par ce genre de culture aseptique pour éviter les moisissures, les bactéries et tout ça. Pourquoi pas? Moi, j'y crois moyen. Mais bon, on ne sait jamais. Les insectes, on a un léger démarrage. En Asie, on a un gros démarrage. Ils mangent des insectes sans aucun problème. En Afrique, ils n'aiment pas trop. En Europe, on a une tendance, chez la bobotisation, à se dire que l'insecte, c'est bien. Alors le problème, c'est qu'avant d'autoriser un produit en Europe, on est obligé de passer par l'ANSES, par l'Agence nationale, qui va évaluer le danger de ces insectes, parce qu'il n'y a pas qu'un insecte. Les Belges sont en avance sur nous. Ils ont autorisé 12 insectes à la consommation. En France, il y en a 0 d'autorisé pour l'instant, mais il y en a quand même sur le commerce, dans le commerce. Donc, si c'est des insectes qui sont consommés ailleurs, bon, on va avoir quelques allergies, mais pas plus, quoi. Quelques diarrhées aussi, parce qu'il y a le tube digestif quand même qui est chargé en bactéries, mais ça, c'est pas plus que dans une sardine ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, tous les trucs vivants, là, il y a toujours quelques bactéries. Il n'y a pas un danger particulier. Bon, après, pour trouver quelque chose d'intéressant d'un point de vue nutritionnel dans un insecte, il faut y croire, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques protéines. Hein. Il y a beaucoup de carapaces qui ne sont pas hydrolysables par notre corps. C'est un peu comme si vous mangez la carapace d'un crabe. Ça ne vous apportera rien, quoi. Ça fait du lest. Bien. Eh bien, vu que le temps passe et qu'on doit fermer à 20h le Visiatome, on va applaudir Didier Montet. Merci. Voilà, vous savez tout. Et puis, il va passer dans l'autre salle. Il a écrit quelques ouvrages dont voilà, vous pouvez venir consulter et éventuellement acheter. Il vous les dédicacera. Voilà, il y a 2 livres là, que j'ai faits, mais qui sont grand public. Hein. Ce n'est pas des livres scientifiques parce que ça, ce n'est pas trop lisible. Même moi, j'ai du mal à les relire. C'est un livre sur que j'appelais les vraies fausses informations alimentaires qui concerne les questions que vous avez posées en fait, dans la salle, là, qui vaut 15 €. Et un livre sur les questions d'enfants. Il est un peu plus rigolo, parce que j'ai repris les questions que m'ont posées les enfants lors d'une fête de la science, et j'ai écrit les questions comme ils me les ont posées. Donc c'est vraiment des questions d'enfants. C'est un instituteur qui m'a demandé de faire des réponses par écrit, ça m'a pris 2 ans, donc voilà. Parce que les questions d'enfants, c'est bien plus compliqué que les vôtres. C'est pourquoi le Coca-Cola est noir, pourquoi il ne faut pas manger des pommes le soir. Enfin, tous les trucs de grands-parents, là, qui ne savent pas pourquoi ils le disent, mais ils le disent toujours à leurs enfants. Et moi, ils me les ont posées, les questions, et ça m'a fait souffrir. Dans l'autre livre, ce sera un peu plus technique.
Dans celui-là, j'ai fait la réponse pour les parents aussi. Parce que les enfants, on répond n'importe quoi, ils sont toujours contents. Les parents, c'est moins rigolo, quoi. Voilà, donc vous avez la réponse pour les enfants et les parents sur un paquet de questions. Et ça vaut 15 € aussi. Alors, tu t'installes dans l'autre salle, il y a une table. Si vous m'en prenez 2, je vous ferai un prix. Je fais du commerce. En sachant que sur les 15 €, je gagne 1 €, parce que le reste va à l'éditeur. Donc si je vous fais cadeau d'1 €, vous êtes bien sympathique. Mais ça ne me gêne pas de vous le faire. Parce qu'avec ça, on ne gagne pas beaucoup d'argent, hein, c'est juste pour le fun.